l'objectif de Brix, c'est de te permettre d'investir très facilement à partir de 10 euros dans l'immobilier, et surtout te permettre de diversifier ça sur un nombre important de biens immobiliers, vu que tu peux investir à partir de 10 euros, mais surtout sur des géographies différentes. J'ai 2 personas types chez moi dans l'investissement. C'est les jeunes qui veulent débuter et qui veulent dire « ça y est, je suis propriétaire, j'ai investi dans l'immobilier ». Donc j'ai une grosse population qui a moins de 25 ans et qui met des petits montants. Ils font de l'épargne programmée, ils mettent 50 euros tous les mois et ça vient leur faire une petite poche de capital. Et j'ai tous les 40 ans et plus qui ont fait un peu d'investissement immobilier, qui ont vu la galère que c'était de faire de la gestion, la galère que c'est d'aller récupérer ses loyers. Alors c'est incroyable la valeur des villas à Saint-Barth, tu te dis c'est du délire. Donc c'est une villa qui a été expertisée 20 millions et il y a une dette bancaire dessus de 6 millions d'euros. C'est la BRED qui est en rang 1. Et donc nous on a prêté 3 millions d'euros en prenant une hypothèque de rang 2 sur le projet immobilier pour permettre à l'opérateur d'acheter un nouveau terrain, donc 2 millions d'euros, et de sécuriser un nouveau terrain sur lequel il va faire construire une nouvelle villa. Dans 10 ans, il n'y a plus de système de retraite et toute votre retraite par répartition, elles fond. Donc ceux qui ont 20 ans, 30 ans qui sont sur le marché du travail, je mets ma main à couper au feu où vous voulez, vous n'aurez pas de retraite à 70 ans. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'Eskimos, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Depuis 2015, on a accompagné plus de 2000 entreprises en Europe pour booster leur visibilité sur Google, TikTok, Amazon, Instagram et beaucoup de ChatGPT ces derniers temps. D'ailleurs, on a développé un outil super puissant chez Eskimos pour suivre en temps réel son référencement sur ChatGPT, Gemini et même Perplexity. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Aider les marques à être visibles là où leurs clients les cherchent vraiment. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi directement par email, je vous le laisse juste ici, andrea.bensaid@eskimos.fr. Je réponds personnellement à tous mes messages. À bientôt. Salut Cédric, comment ça va ? Salut Andrea, super, merci de m'inviter. T'es bien installé dans mon salon du coup, parce que je sais pas si tu savais, mais en venant ici que ça allait être dans mon salon ou pas. Non, je savais pas, je m'attendais à toutes les équipes là, qui allaient m'accueillir. Ouais, avec 10 personnes derrière les caméras. Ouais. Non mais le setup est sympa, ouais. On est pas mal là dans tes poufs. Tu reviens de Dubaï, comment ça se passe en ce moment là? On est en quelle date on peut donner? Parce que du coup, l'épisode sortira dans 2 mois, donc on va dire qu'on est en... Début avril. On est début avril 2026, ouais. Comment ça se passe en ce moment? Écoute, moi je me suis jamais senti en insécurité là, en allant à Dubaï, même pendant le conflit. Je pense qu'il y a forcément une accentuation un peu des médias sur le côté très anxiogène, parce que c'est ce qui fait regarder, c'est ce qui fait consommer et acheter du papier. La situation à Dubaï, c'est qu'effectivement, ce qui est un peu flippant, c'est que tu reçois des alertes sur ton téléphone quand tu es là-bas pour te dire que, attention, il y a un missile qui arrive. Il y a un système de défense qui est ultra perfectionné et personne s'y attendait ça à Dubaï de voir ça. Donc tous les missiles se font arrêter en l'air. Hein. Les seuls accidents qu'il y a eu et qui ont été assez sensationnels, c'est parce qu'il y a des débris qui retombent. Et donc, faut rester chez toi quand tu reçois une alerte. Mais tu as 1-2 missiles maximum par jour. Et en fait, l'objectif de l'Iran, il faut savoir qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans l'immobilier à Dubaï. Donc, il y a entre 100 et 150 milliards de dollars qui sont investis à Dubaï, parce que les Émirats, c'est quand même un peu la Suisse du Golfe. Et donc, les Iraniens n'ont aucun intérêt à aller taper la ville. Donc, s'ils envoient des missiles, c'est pour bloquer et paralyser, parce que finalement, quand on envoie un missile par jour sur l'aéroport, l'aéroport est fermé, c'était le plus gros aéroport mondial. Donc, tu viens congestionner toute l'économie au niveau des pays du Golfe. Et l'objectif de l'Iran, c'est qu'à un moment donné, ça soit plus tenable justement pour les Émirats, et que les Émirats aillent voir Trump pour dire « arrête tes conneries », parce que nous, économiquement, c'est nous qui sommes en première ligne. Donc là, on voit dans les médias, en gros, une espèce de sentiment d'urgence permanente, alors que quand on est sur place, c'est moins... Sur place, tout le monde vit sa vie. Tout le monde... Alors forcément, il y a des personnes qui sont parties, ceux qui étaient les plus flippés, mais ceux qui ont prévu de rester longtemps. Tu vois, moi, quand je sors et que je me balade, il y a toujours autant de monde, tout est ouvert. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit sur le détroit d'Ormuz. L'objectif de l'Iran, c'est vraiment de bloquer, de faire monter le prix du pétrole, de bloquer l'économie, pour qu'à un moment donné, Trump soit obligé de faire marche arrière et que
l'Iran, d'un point de vue idéologique, puisse annoncer regardez, on a gagné, on ne plie pas, quoi. Donc c'est cette logique-là qui est plus une logique de terreur que de destruction du pays. Tu vois, il n'y a pas eu de victimes chez les civils. Avec BRICS, vous avez prévu d'investir ailleurs qu'en France ou c'est que en France actuellement ? Non, moi, c'est la raison pour laquelle j'y suis régulièrement, c'est essayer de comprendre le marché. Alors maintenant, là, le marché, j'attends de voir s'il va y avoir des points d'entrée parce que les prix d'immobilier risquent de chuter dans la mesure où il y a pas mal de personnes qui vont arrêter d'investir sur Dubaï. Mais Dubaï, c'est un marché un peu comme les États-Unis. C'est qu'il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. C'est très volatile, contrairement au marché immobilier en France. Mais vraiment, l'objectif de BRICS, c'est de te permettre d'investir très facilement à partir de 10 € dans de l'immobilier, mais surtout te permettre de diversifier ça sur un nombre important de biens immobiliers, vu que tu peux investir à partir de 10 €, mais surtout sur des géographies différentes. Tu vois, qu'est-ce qui se passe si le modèle français qu'on connaît s'écroule ? Toi, je te recommanderais, si tu as un peu de patrimoine, de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, de ne pas tout investir sur Paris ou sur la France et de pouvoir avoir quelques biens immobiliers à travers le monde. Mais une fois que tu as dit ça, c'est très dur pour une personne qui a des revenus modestes ou moyens de le faire parce que en fait, c'est compliqué. Moi, si je travaille et que j'ai un salaire qui est dans la moyenne en France, comment je vais aller investir au Portugal, en Espagne, à Dubaï ? Donc là, on te permet de le faire facilement. Et donc, c'est nos équipes qui s'occupent de développer des pays et d'aller sourcer des deals et des opportunités pour te permettre d'investir non pas qu'en Europe, mais partout à travers le monde. Mais là, à date, vous êtes encore qu'en France ou vous êtes déjà un peu à différents endroits ? En fait, ton but, c'est de démocratiser l'investissement dans l'immobilier et maintenant même dans le monde entier, à terme. Ouais. En gros, la vision à long terme. Alors aujourd'hui, nous, les investissements, là, aujourd'hui, c'est 60% France, 40% Europe. Ok, je pensais que c'était que France, c'est pour ça. Okay. Mais tu vois, on a investi pas mal en Espagne, au Portugal, au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait l'Angleterre. Et quand on investit, c'est toujours que dans un bien où, en gros, par exemple, tu peux regrouper par exemple, un lot de 5 appartements et moi, je peux investir à partir de 10 € dans ce lot des 5 appartements que tu as regroupés. Ou en général, c'est plutôt, il y a un bien, il y a un besoin d'emprunter, par exemple, je sais pas, 500 000 € et moi, j'investis 10 € dans ce lot, dans cette poche de 500 000, quoi. Ouais, jusqu'à présent, c'était surtout du deal by deal, donc c'était bien immobilier par bien immobilier, mais ça nous est arrivé de faire des portefeuilles. Donc tu vois, il y a un portefeuille là qui arrive aujourd'hui sur notre plateforme en financement et c'est 3 biens immobiliers qui sont financés. Mais ce qu'on n'a pas encore du tout comme logique, c'est une logique de vraiment te faire investir dans un fonds d'investissement où finalement tu pourrais investir en mettant de l'argent même sur le passé. C'est-à-dire que quand tu investis dans un fonds, tu investis dans tout ce qui existe dans le portefeuille. Et donc même ce qui a déjà été financé. Cette logique-là, on ne l'a pas parce que ça nous demanderait une licence financière un peu supérieure à ce qu'on possède aujourd'hui en termes d'accréditation. Mais on y travaille justement pour pouvoir avoir bien plus de véhicules et de choses à te proposer. Est-ce que c'est ça les FCPI ou ça n'a rien à voir ? Parce que les FCPI, pour moi, j'ai l'impression que c'est des fonds qui investissent beaucoup d'argent, tu vois, dans des, je sais pas, qui achètent des immeubles, etc. Et toi, quand tu investis dans la FCPI, tu achètes une part de cette société qui détient, je sais pas, des milliers de lots, quoi, tu vois. Oui, sur l'immobilier, on appelle ça des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier. Et effectivement, tu vas investir dans une stratégie. Donc, par exemple, c'est de l'immobilier résidentiel sur Paris ou c'est du bureau sur Paris. Et c'est des sociétés qui, des fois, ont 1 milliard, 2 milliards sous gestion. Et donc, tu investis dans un portefeuille. Tu investis donc dans une stratégie avec... le bon comme le moins bon, c'est-à-dire que si à un moment donné tout a été acheté au plus haut avant une crise, tu te retrouves à toi rentrer post-crise dans des trucs qui ont été achetés trop cher. Et parce qu'il y a le moment où tu rentres dans le fond aussi, c'est ça le problème. Il y a le moment où tu rentres. Il y a cette logique dans les fonds, en gros tu peux, si tu prends la création du fonds et la fin, tu as fait par exemple plus 20%, mais dans ces 20%, si tu rentres au mauvais moment et que tu sors au mauvais moment, tu peux faire moins 20% pendant cette période, quoi. C'est ça qui est fou. Il y a ça, il y a des logiques de valorisation de parts aussi pour essayer de déterminer au moment où tu rentres quel est le bon prix pour rentrer. Mais effectivement, c'est exactement cette logique qui est de venir répartir le risque sur un nombre d'actifs importants. Et donc, ça existe dans l'immobilier avec les SCPI. Ça existe aussi avec de l'immobilier coté. Tu peux investir dans des foncières immobilières, c'est des portefeuilles cotés immobiliers. On le voit surtout sur le commercial. Hein. Une très connue, c'est Unibail-Rodamco qui est cotée en bourse et qui fait ça, mais sur des biens commerciaux.
Et tu vas également avoir la même logique quand tu veux investir dans des startups. Justement, le private equity, c'est quoi ? C'est te permettre de mettre de l'argent dans un fonds d'investissement qui lui-même va le répartir sur des sociétés qui sont généralement des sociétés risquées. Et tu as les ETF aussi, tu sais, je sais pas, genre un ETF qui réunit, je sais pas, genre S&P 500 ou tu avais le MSCI World, je crois, qui représente les 1500 plus grosses entreprises du monde. Ouais. C'est un peu les mêmes logiques finalement, c'est que plutôt que de regrouper des appartements, ils regroupent des sociétés, quoi. Un ETF, concrètement, c'est un fonds d'investissement qui va répliquer l'intégralité des indices en temps réel. Donc, c'est exactement la même logique et ce qui te permet, toi, de diversifier ton risque sur un nombre, sur les 500, par exemple, MSCI World, c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières des entreprises cotées en bourse. Et c'est super. Donc, nous, c'est une logique sur l'immobilier vers laquelle on veut aller. Là, aujourd'hui, c'est vraiment du deal by deal. C'est aussi ce qui plaît aux gens parce que quand tu vas sur notre application, donc il y a une application mobile, tu as vraiment l'impression de jouer au Monopoly. Tu vois, on a des personnes qui ne mettent pas des gros montants, mais qui vont investir 10 € sur un nombre très important de projets. Et contrairement à ces fonds d'investissement où c'est un peu loin du consommateur, là, tu vois, moi, ça m'avait fait sourire parce qu'on avait financé une villa sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, et donc j'ai des personnes qui sont allées la voir, qui sont allées me faire des retours. Ils vont voir les biens. Donc j'ai beaucoup. C'est vrai que dans une FCPI, quand tu investis, quand ils ont genre 1000 lots, en fait, en général, on te donne un descriptif, mais enfin. Tu les connais pas. Les photos, quoi. Enfin, non, même pas. C'est ça. Bon, on te met les plus jolis en photo. Oui, tu as 3 biens en photo sur les 10 000. Exactement. Les meilleurs, et on te dit, voilà, c'est dans cet espace-là. En plus, souvent, les plus rentables du portefeuille, c'est jamais les plus jolis, donc c'est pas ceux qu'on te met. Donc là, vraiment, c'est plus concret. Et ça ressemble aussi à Airbnb parce que tu as la présentation de qui est l'opérateur, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, pourquoi on le finance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ma plateforme, tu n'es pas propriétaire d'une partie du bien immobilier. Tu vas financer un opérateur, donc une personne qui va, par exemple, acheter un actif immobilier, le mettre en location Airbnb, gérer la location Airbnb. La banque, potentiellement, ne l'accompagne pas à 100% sur son projet ou ne l'accompagne pas du tout. Et donc, tu vas remplacer le rôle de la banque. Donc, moi, je viens mettre des centaines de milliers de personnes autour de la table pour financer des personnes qui ont envie de faire des projets immobiliers, mais qui ne se sont pas fait financer sur de bancaires et qui vont accepter de payer un taux d'intérêt qui est plus important que ce qu'ils auraient payé à une banque. Et donc, ce taux d'intérêt t'est reversé tous les mois sur ton application. Donc, du coup, moi, si je viens, j'ai un projet d'acheter un appartement à 500 000 €. Je vais voir les banques et en gros, elles refusent de me financer. Je peux venir te voir en disant, voilà, j'ai besoin de le financer. Et si tu acceptes, tu le mets sur la plateforme. Et là, plutôt que de me faire financer avec une banque, je sais pas, en ce moment, c'est peut-être 4%. Toi, ce serait combien, par exemple? C'est genre... Sur Paris, ça va être 8% à peu près de taux d'intérêt. C'est presque actuellement, du coup, peut-être le double, on pourrait dire? C'est le double, sauf que en charge de remboursement, ça va être pareil pour toi que si tu t'étais fait financer par la banque, parce que nous, le capital, tu le rembourses pas de manière linéaire tous les mois. Donc, y a pas tu fais une courbe d'accélération, c'est-à-dire qu'au début, tu fais peu ou c'est in fine? C'est in fine, tout est in fine. Ah, c'est in fine chez vous. Donc, il n'y a pas du tout d'amortissable. Donc, tout est in fine au niveau de la remboursement. Et donc, on peut aller, tout dépend de la logique que tu veux avoir, mais on peut aller sur 7 ans, par exemple. Et en fait, nous, notre modèle économique, c'est pas de dire qu'on va accompagner des projets qui sont plus risqués, mais il y a bien une raison si la banque ne les a pas financés. On va accompagner souvent des personnes qui veulent lancer beaucoup de projets à la fois. C'est-à-dire que toi, si tu veux te dire, je lance ma société qui va commencer à faire de la location courte durée dans Paris. Si d'un coup, tu vas voir ton banquier et que tu lui dis « je veux financer 10 biens en même temps », ton banquier va te dire « et Andrea, tu reviens me voir, je vais t'en financer 2 par an et ça va aller bien ». Parce qu'il regarde ma capacité de levier, non, c'est ça, enfin, en gros, si mon levier est au maximum, je ne sais plus c'était quoi le taux, en gros, si tu le dépasses, les banquiers disent non systématiquement, quoi. Il va regarder ça, il va regarder également quel est ton apport au global, il va regarder quelle est ton expérience et quel est ton encours. L'encours, c'est quel est le risque qu'il prend sur Andrea. Si Andrea, par exemple, il a un accident de voiture et qu'il lui arrive quelque chose, si j'ai 2 millions qui lui sont prêtés, c'est pas la même chose que si je lui ai prêté 10 millions. Et donc, le fait de répartir ça dans la durée pour un banquier, ça lui permet de bien appréhender et de valider que en fait, tu fais du bon boulot et que tous les matins, tu te lèves pour aller bien exploiter tes locations.
Ce qui fait que c'est génial d'être accompagné par la banque, mais le banquier est souvent moins rapide que toi, ce que tu aimerais faire en tant qu'entrepreneur si tu voulais développer ton patrimoine. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que si tu as détecté des bonnes opportunités avec des prix qui sont très intéressants, nous, on part du principe qu'il n'y a pas de raison de ne pas t'accompagner parce qu'en fait, tu achètes très très bien. Et ça arrive souvent que les prix d'acquisition sont très bien négociés et pourtant le banquier n'accompagne pas. Donc nous, on va dire, il n'y a pas de problème, on t'aide, on te finance, tu montres que tu fais du bon boulot et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, une fois que tu auras montré sur quelques années que ça fonctionne, après, tu te feras refinancer par le banquier a posteriori. Mais pour ça, il faut que je te prouve que le rendement... Parce que si j'achète, je tombe sur le bien à 500 000, si je viens emprunter chez toi à 8%, il faut bien que moi, ce bien que j'ai acheté, j'arrive à le louer et que ça ne rapporte plus de 8%. Sinon, j'ai un delta qui ne marche pas pour rembourser les 8% que je te dois. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est marrant parce que j'avais une stat, je me permets. Le rendement moyen en France sur l'investissement locatif, j'ai lu qu'il était de 5-6%. J'ai demandé à ChatGPT. Je ne sais pas si c'était vrai. Et en plus, c'est brut. Est-ce que là, toi, tu parlais... Parce que pour rembourser le crédit, il faut que ce soit net. Donc globalement, tous les gens qui font l'investissement locatif, en gros, ont un rendement trop bas pour venir chez toi. Toi, il faut que ton rendement soit plus de 8%. Ouais. Pour que tu finances, sinon, non. Ouais, et ta stat, elle est plutôt bonne. Nous, on est incapable d'accompagner sur du locatif classique long terme. Pourquoi ? Parce que ça ne génère pas des marges assez importantes. Donc les projets qu'on va financer, c'est souvent des projets soit commerciaux, donc des projets de marchand de biens. Donc c'est des personnes qui achètent, divisent, font des travaux, revendent. Et là, il y a une marge à prendre sur un temps très court. Parce qu'en fait, ce qui va te manger ta marge sur une opération comme ça, c'est le temps de portage. Donc c'est la durée de ton opération parce que tu dois payer du 8% d'intérêt à l'année. Donc au plus court c'est, au mieux c'est pour toi parce que c'est toi qui conserves la marge. Et ensuite, quand c'est de l'exploitation, ça va être soit des centres de loisirs. Par exemple, on a financé pas mal de paddle tennis. Là, les banquiers ne comprenaient pas cette nouvelle activité. Donc nous, on a financé des centres et là, ça fait des très belles marges. Et en fait, tu vois, tu as du 20-30% d'EBITDA sur le chiffre d'affaires, donc de marge brute. Tu peux facilement payer du 8% d'intérêt, il n'y a pas de sujet. Donc là, tu es vraiment bien, quoi. À 30%, tu peux en faire plusieurs, quoi. Enfin... tu peux, si tu trouves les bons emplacements en tant qu'opérateur, nous on a un opérateur, là on va lui financer son second. Le premier, ça marche très très bien. Donc de ce que je comprends, en fait, vous allez analyser des business plans que les banques vont pas suivre et auxquels vous croyez. Et finalement, il y en a beaucoup, ça. Enfin, ça arrive souvent que la banque prête pas un projet de paddle où il y a 20% de rentabilité et du coup, ils viennent chez vous. Ah, mais ça arrive tout le temps. Les cas d'usage, j'en ai tellement. Là, je t'ai parlé du paddle, mais on a une personne âgée. En fait, moi, je suis un prêteur sur gage. Et tu vois, en France, le mot prêteur sur gage, ça a une très mauvaise connotation. Un gage, c'est juste une sûreté. Donc, un gage, c'est une hypothèque. Donc dans le langage financier, un gage, c'est une hypothèque. Mais ça peut être différent, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, l'hypothèque est un gage. Un gage, c'est je te donne en caution un bien mobilier ou immobilier. Et donc, moi, ce que je vais regarder, c'est la valeur de l'actif par rapport au fonds que je te prête. Parce que je me dis que c'est une bonne opération quand j'ai même un intérêt à ce que tu fasses défaut parce que la valeur de ce que tu m'as gagé, donc ton bien immobilier, est bien supérieure au montant que je t'ai prêté. Okay. Et tu vois, par exemple, donc surtout quand il y a un fonds de commerce, parce que quand il y a un fonds de commerce, ça fait augmenter la valeur du bien en plus. Et ça fait augmenter la valeur du bien parce que là, tu as un fonds de commerce plus un bien immobilier dans certains cas. Donc toi, tu prends en garantie le bien et le fonds de commerce potentiellement. Enfin... Et ta caution perso. Ok, ouais. T'as tellement de garanties. Ça tue en bretelle. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que je récupère toujours le capital pour mes investisseurs. Et ça t'est déjà arrivé ou pas de vous financer un bien avec Brix et le truc fait faillite, vous en avez fait tellement que ça a dû arriver, j'imagine. Ouais. Et du coup, là, tu as récupéré la garantie. En fait, ça récupère jamais 100%. C'est-à-dire que tu vas récupérer, mais par exemple, si tu revends le bien à 80% de sa valeur et que toi, entre-temps, tu as réussi à rembourser 10% d'intérêt, tu as perdu 10%, quoi, mais tu perds pas 100 du coup. Exactement. Là, nos stats à date, tu vois, ça fait 5 ans qu'on fait cette activité. Moi, ce que je dis, c'est que notre but, c'est de ne pas avoir de défaut. Notre but, c'est de récupérer 100% du capital. Donc, nous, on a 3% de taux de défaut. Donc, c'est-à-dire que j'ai 10 projets qui sont en contentieux pour plus de 300 qui ont été financés. Et donc, sur ces projets en contentieux, sur tous les projets, j'ai une hypothèque.
Donc je sais que sur tous ces projets, je vais récupérer le capital. Je ne sais pas si je récupérerai 100% du capital parce qu'il est possible qu'en le vendant aux enchères, on récupère un peu moins. Par contre, la stat qu'on a aujourd'hui par rapport au bien où on a récupéré le capital, c'est que toutes les personnes, en partant d'une base de 9% de rendement qui était le rendement moyen qu'elles devaient toucher, les pertes qu'elles ont fait sur les projets, tu vois, si vous avez lissé sur la totalité, elles se retrouvent d'un 9% à 7,5% de rendement. Donc même en incluant les défauts, tu passes à 7,5%. Ça, attention, ça ne marche qu'à la condition que tu es diversifié et que tu aies réparti ton cash sur un nombre de projets importants. Parce que si tu as mis ton argent sur 40 projets, que tu en as un en défaut et que tu récupères que 80% de ton capital initial, tu as 39 projets qui ont bien marché. Du coup, si j'ai mis 10 € dans un projet et qu'il fait défaut, sur mes 10, vu que tu as la garantie, etc., ça se trouve, tu vas me rendre 9, quoi. C'est ça, exactement. Et là, du coup, tu me rends 9 et je suis un peu deg parce que mon but, c'était de passer de 10 à, 12, par exemple. Mais je suis quand même content de récupérer 9 et de ne pas tout perdre, quoi. C'est l'avantage de l'immobilier. Ouais, et ça, c'est vrai pour ce projet-là. Évidemment, c'est un défaut. Mais il y en a 97 autres, parce que si tu lis sur 100 projets, il y en a 97 autres qui ont bien remboursé. Ouais, donc surtout si j'ai mis 10 € dans 10 projets, c'est exactement il y en a ça. Un qui fait défaut, globalement, mais je vais être en positif. C'est ce que je te dis, c'est que si tu as lissé ton capital, tu es en positif, et au lieu d'avoir 9 de rentabilité au début, tu n'as que 7,5 avec ce défaut-là. Donc ce qui fait qu'on a un modèle où quand tu lisses, comme on n'a que 3% de défaut, même si tu perds un peu de capital sur ce 3%, tu es toujours en positif et encore tu fais du 7,5 de rentabilité à l'année, ce qui est une excellente renta par rapport à un livret A, tu vois. Mais la stratégie pour les gens qui viennent investir chez Brick, c'est de plutôt, s'il y a 5 projets, pas tout mettre sur un. La reco, c'est quand même plutôt d'en faire 5. Tu te dérisques un peu, quoi. Si tu as 500 €, vaut mieux mettre 100 € dans 5 projets que de mettre 500 dans un, parce que là, tu t'es plus exposé en termes de risque management. Ouais, nous la majorité des personnes qui se plaignent et qui vont dire Brix, en fait, c'est des personnes qui se mettent dans une zone de stress. Tu vois, on a un projet, par exemple, l'année dernière, qui était un très beau projet à Saint-Tropez. On avait collecté 3,5 millions sur ce projet, qui devait se refaire financer sur de la banque. L'opérateur a eu l'accord de refinancement en janvier, le temps que la banque fasse toutes ses expertises, etc. Le projet s'est fait refinancer qu'en juillet. Donc il y a eu un battement de temps de quasiment 6 mois. J'avais une personne qui avait mis all-in sur ce projet-là. Elle se disait, ok, j'ai une hypothèque, c'est un bien immobilier qui vaut 8 millions, on prête que 3,5 millions, on a une hypothèque de rang 1, j'y vais all-in, je mets 120 000 €. Quand on a eu cette période entre janvier et juillet où l'opérateur ne pouvait plus payer les intérêts et il n'était pas encore refinancé par la banque, en fait, cette personne qui avait mis 120 000 €, quasiment toutes les semaines, elle nous envoyait un courrier recommandé pour nous dire vous faites pas votre boulot, moi je veux récupérer mon argent. À la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré l'intégralité des intérêts, des pénalités de retard sur les intérêts, et les 3,5 millions ont été remboursés parce que la banque a refinancé. Donc c'est une très belle histoire au bout du bout. La seule chose, c'est que j'ai eu une personne qui avait trop mis par rapport à ses capacités personnelles, et en fait, à mettre 120 000 € sur ma plateforme, elle aurait dû le répartir sur 30, 40, 50 projets. Et donc, pour le stress, parce que ça n'a rien changé là, mais... Et c'est pour le stress. C'est juste pour qu'elle soit moins stressée. En fait, si tu n'as que 120 000 €, c'est déjà très très bien. Enfin, 120 000 si ta somme totale, tu voulais dire, est de 120 000 si ta somme totale est de 120 000 € en apport global, va pas mettre 120 000 € sur un seul projet parce qu'en fait, c'est ta tolérance au risque. Bien sûr. Non, ça c'est la strat, c'est classique. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs que les ETF existent. Les ETF font ce travail-là déjà. Les ETF font ça. Toi, dans ton fonds d'investissement qui investit dans des startups, j'imagine que vous êtes fixé des règles. Ce serait malade, ce serait fou de faire ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans Brix, c'est que vous réglez un pain important, c'est la gestion. Moi, par exemple, j'investis pas du tout dans l'immobilier parce que je sous-estime pas du tout justement le temps que ça prend, les emmerdements. Et je me suis toujours dit, moi je viens du digital, donc encore plus. Mais ce que je trouve cool avec une société comme toi, c'est que je peux investir directement dans un bien, mais ne pas avoir toutes les galères de gestion. Enfin, tu vois, s'il y a un problème de toilette ou une fuite d'eau, etc., j'en entendrai jamais parler, tu vois. Et ça, c'est un pain qui est sous-estimé à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi parce que vraiment, c'est l'un des trucs. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas dans l'immobilier pour ça, je pense. Ouais. Si tu veux, moi j'ai deux spectres, j'ai deux personas types chez moi dans l'investissement.
C'est les jeunes qui veulent débuter et qui veulent dire ça y est, je suis propriétaire, j'ai investi dans l'immobilier. Donc j'ai une grosse population qui a moins de 25 ans et qui met des petits montants. Ils font de l'épargne programmée, ils mettent 50 € tous les mois et ça vient leur faire une petite poche de capital. Et j'ai tous les 40 ans et plus qui ont fait un peu d'investissement immobilier, qui ont vu la galère que c'était de faire de la gestion, la galère que c'est d'aller récupérer ses loyers, qui ont un capital et les 50 ans plus, j'en parle pas, et qui là se disent, bon allez, je mets sur Brix, je me prends plus la tête. Brix, ça a cet avantage-là. Ça a un défaut, c'est que tu vas gagner du 9-10% de rentabilité à l'année, ce qui est énorme si on le compare à d'autres produits financiers. Par contre, contrairement à l'immobilier, tu n'as pas la possibilité d'avoir un effet de levier. Ce qui est sympa quand tu vas faire un financement avec ton banquier, c'est qu'avec un apport qui va être assez limité, tu vois, de 10 000 €, ton banquier va te prêter 100 000 €, 120 000 € qui vont te permettre d'acheter un appartement. Et c'est les loyers du locataire qui vont rembourser la banque. Et donc, tu mets au travail une surface financière que tu ne peux pas du tout faire. Et tu ne peux pas reproduire ça chez Brix. Et chez Brix, tu ne profites pas non plus de l'augmentation du prix du bien. Parce que quand tu achètes un bien, tu mets par exemple 10 000 €, tu empruntes 90 000, j'achète un bien à 100 000. Quand je sors à la fin, peut-être le bien il vaut 200 000. C'est ça. Donc là, on vient juste chercher la rentabilité du rendement. Exactement. Mais en même temps, quand tu regardes par exemple les comptes à terme, je crois que le compte à terme, là, je le sais en ce moment, à un mois, je crois qu'il est à 2%. Ou tu regardes les assurances vie, tu peux peut-être monter aller à 3 en ce moment. Entre 2 et 3, on va dire. Toi, si chez toi, quand on place son argent, c'est à peu près 8, c'est ça qu'on peut attendre ou... En moyenne, c'est 9. C'est 9. Ouais. C'est énorme. Ouais, non, c'est non, genre mais 3 fois le rendement. Et en plus, je trouve, avec une garantie assez élevée, quoi, parce que c'est dans l'immobilier. Comme tu l'as dit, tu as des garanties sur tout, fonds de commerce, biens. Tu prends même des garanties personnelles. Ouais, sur tout le monde est caution perso. Donc globalement, c'est cool, quoi. 8-9%, moi je trouve ça énorme. Ah non, mais c'est énorme. Je suis en train de me dire, merde, là j'ai mon argent en compte à terme en ce moment. Mais 8-9%, c'est énorme. Non, c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en fait, on est là aujourd'hui victime de notre succès, c'est qu'on a trop d'investisseurs par rapport aux biens qui nous sont présentés. Ouais, tu trouves pas assez de biens, parce qu'il faut les spotter, les biens à 8-9%. C'est la difficulté. En fait, c'est très facile de monter des plateformes de financement participatif. La difficulté, c'est pas de mettre le cash et de financer, c'est de faire la gestion back-office. Donc moi, je remercie l'intelligence artificielle. Tu vois, ça nous fait une transition parce que nous, en interne chez Brix, on a fait en sorte d'automatiser le plus de choses dans la gestion derrière, dans les relances, impayées des personnes pour justement être le plus proactif dans la collecte de l'argent et être en capacité de le reverser aux investisseurs. Donc on a une tech qui est assez robuste parce que en moyenne, j'ai 20 000 investisseurs par projet sur 300 projets et tous les mois, je reverse de l'argent à chaque investisseur. Donc 20 000 fois 300 fois un flux, une transaction. Donc, tout est automatisé à ce moment-là. Tu as une tuyauterie financière. Donc il y a la tuyauterie financière pour faire des millions de transactions par mois. C'est quoi cette tuyauterie financière? C'est genre, parce que c'est marrant, mais quand tu me dis ça, moi, ça me fait tout de suite penser à blockchain. Parce que j'ai l'impression que ça serait le modèle le plus simple. Tu vois, j'ai par exemple investi dans Spyco. J'invite les gens à aller voir avec Paul Adrien. Où c'est du placement de trésorerie. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui investissent. Mais c'est une blockchain derrière. Je sais pas, ça me fait penser à ça du coup, c'est ça ou pas? Nous, on n'est pas parti sur la blockchain. Okay. La blockchain, en fait, c'est une base de données. Donc, en fait, nous, on a la base de données en interne de manière très classique. Mais effectivement, les transactions, on pourrait enlever notre base de données, les mettre sur la blockchain et en fait, elles seraient juste lisibles et transparentes pour tout le monde. Donc, on ne mettrait pas forcément toutes les transactions sur la blockchain parce qu'il y a beaucoup de confidentialité dans les transactions. Mais effectivement, on s'est beaucoup posé la question et je pense que progressivement, il y a certains projets qu'on va passer intégralement sur la blockchain. C'est tellement puissant maintenant. Parce que c'est tellement puissant, oui. Ouais. Bah, Spyco, c'est le bon exemple, hein, mais effectivement, il a tokenisé et c'est que tu as la traçabilité, l'authenticité. Enfin, c'est ultra safe. Mais bon, tu as raison, c'est une base de données à la fin. Mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, tu as une tuyauterie financière qui fait que les gens viennent investir. Tout est automatisé, quoi. Tout est automatisé. Mais surtout, ce que je te disais, c'est que donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'investisseurs, pas assez de biens. Donc nous, notre objet, en tout cas, un des principaux challenges, c'est de faire en sorte d'avoir toujours plus de biens qui viennent se faire financer sur notre plateforme. Là, aujourd'hui, on en regarde 500 par mois. Donc on a à peu près 500 par mois qui passent. Il y en a 20 qui sont financés tous les mois.
Donc il y a déjà pas mal d'écrémage qui est fait au passage. Et en fait, c'est pas tant qu'on n'est pas capable d'aller chercher plus de projets, c'est qu'en étudier 500, déjà, ça prend du temps. Et moi, j'ai pas envie d'être un business qui est ce qu'on appelle un people business. C'est-à-dire que, en fait, au plus je mets de projets à financer et au plus j'ai besoin d'avoir une armée mexicaine d'analystes. Donc, c'est comment on vient utiliser l'IA pour avoir un moteur d'analyse et que l'humain arrive bien plus tard dans la chaîne d'analyse et qu'on ait déjà un premier filtre pour que sur les 500 qui arrivent au début, t'en aies plus qu'à la fin 50 à regarder de manière proactive. Tu as dit dans un média que tu voudrais utiliser la communauté justement pour avoir des experts externalisés. Ouais. C'est plus d'actualité du coup avec l'IA ou ça l'est encore et tu veux faire un mix de justement l'IA et des personnes de la communauté spécialisées qui pourraient screener les biens avec toi et du coup ça t'éviterait d'avoir effectivement je sais pas des CDI dans tous les sens quoi. Oui, on parlait de la sagesse des foules, justement, mettre, parce qu'on a 700 000 utilisateurs là aujourd'hui, qui ont aussi des réflexes et qui sont capables d'aller voir le bien immobilier en physique. Donc c'est pas tant remplacer l'un par l'autre, c'est les mettre à côté. L'IA fait très bien de l'analyse, par exemple, de bilan économique, va être capable de te screener d'un coup un compromis de vente avec tous ses annexes qui ferait potentiellement 200 pages. Et te sortir le petit détail que tu n'as pas vu sur le diagnostic technique qui met ça en avant. Donc ça, l'IA le fait de manière merveilleuse. Même la zone, j'en sais rien, par exemple, il y a eu un écroulement à 100 mètres. Elle est capable. Mais tu vois, tu te retrouves avec l'IA aussi qui va aider certaines personnes à devenir encore plus coquins, à t'envoyer des photos qui sont trafiquées par IA. Et donc toi, tu te retrouves avec un bien immobilier que tu sais pas s'il correspond vraiment à la réalité parce que tu as des photos qui sont full IA. Et donc, tu viens mettre 700 000 personnes qui sont dispersées partout à travers la France. Ils sont capables d'aller sur place, de te prendre des photos, de te prendre des vidéos, de voir des choses que toi, tu n'as pas vues sur tel apporteur d'affaires qui s'était financé sur une autre plateforme 5 ans au préalable et n'avait pas remboursé. Tous ces signaux faibles, eux te les font remonter. Et donc, si tu viens croiser l'intégralité des datas et des sources d'entrée, tu as un modèle qui est bien plus robuste qu'une analyse bancaire classique. C'est marrant, tu es dans un des seuls business où en gros, tu es limité par l'offre et non pas par la demande. C'est-à-dire que tu as un tel market fit qui fait que le problème, c'est pas les gens qui veulent investir, mais c'est de trouver les bons biens. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ça se trouve, tu pourrais déjà avoir une boîte qui est en fait 100 fois plus grosse. En fait, tu as déjà la demande. C'est-à-dire que tu pourrais avoir une boîte 100 fois plus grosse, là où je te parle, s'il y avait plus de bonnes affaires qui étaient... En fait, si tu avais 100% des bonnes affaires dans le monde, tu aurais une boîte énorme. Quoi, parce que les gens sont prêts à investir. Quoi. Ils sont là, ils attendent que ça. Quoi. Ils attendent que ça parce que c'est du 9% et c'est ce qu'on appelle asset-backed. Tu as des grosses garanties, tu vois, c'est ce que tu disais, tu as des hypothèques. Donc, je suis limité en fait, par la confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir un taux de défaut qui va exploser, mes investisseurs n'investiront plus. Donc je préfère limiter naturellement et trouver ma mécanique IA pour faire en sorte de scale. Tu vois, par exemple, une des façons d'aller plus vite, c'est d'aller à l'international. Comment je vais en Allemagne sans avoir à recruter des analystes qui connaissent parfaitement le marché? C'est l'IA, parce que l'IA n'a pas de langue. Et donc, effectivement, le jour où tu arrives à mettre en place un moteur de scoring qui permet sur ces biens, sur du crédit privé, d'analyser ça de manière fiable, tu peux envoyer des sommes importantes. Et est-ce que tu n'as pas moyen, avec du volume, si tu deviens tellement gros, que tu peux mettre une sécurité, genre limite tu prends une assurance, mettre une assurance dans Brix où en gros les gens payent et comme ça, grâce à la puissance du volume et de la communauté, même s'il y a quelqu'un qui perd, faire un capital garanti. C'est-à-dire qu'en gros, tu me garantis que moi, si j'investis par exemple 100 000, je suis sûr de récupérer 50 000 quoi qu'il arrive parce qu'en fait, tu as tellement de volume, tu vois, d'activité, tu gagnes tellement au global que tu peux mettre en place une assurance pour tous les utilisateurs de Brix. Alors, une assurance capital garantie carrément, mais ça n'empêche pas que notre intérêt, c'est de faire en sorte quand même qu'il y ait un minimum de défauts parce que quoi qu'il se passe, moi, mon intérêt, c'est pas que tu l'actives, cette garantie, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que en fait, sur un projet immobilier, quand tu es marchand de biens, ça dépend, bien sûr que ça dépend du bien immobilier, mais ça dépend beaucoup intrinsèquement de l'opérateur en lui-même. C'est est-ce que l'opérateur va faire en sorte d'aller chercher les bons artisans, de se bouger si l'artisan il n'est pas sur chantier. Donc,
si tu veux, ça sera bien plus simple quand tu auras des robots qui feront le boulot. Parce que là, il y a encore une somme d'aléas tellement importante que nous, ce qu'on doit regarder, c'est que la personne qui vient se financer chez nous, elle est bien skin in the game. Donc ça veut dire qu'elle a bien mis son propre argent sur la table en partie. Donc on demande minimum 10%, tu vois, d'apport en fonds propres de la part de chaque opérateur qui fait un projet. Donc ce qui fait que pourquoi ça n'a jamais été fait encore aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu as un nombre de complexités à tacler les unes après les autres qui est très importante. Et donc nous, c'est ce sur quoi on se focus à résoudre dans l'intérêt de nos utilisateurs. Mais comme tu le dis, avec mon équipe, on se dit, tu sais, des fois on nous pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas une levée de fonds avec Brix, là vous pourriez accélérer. On se dit, non, parce que ce n'est pas le cash qui nous limite. C'est ça. Et c'est assez rare, ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle moi je ne sais pas si on peut dire product market fit ou pas, mais en tout cas... quand tu mets un bien, il se fait financer. Enfin, tu le disais, je crois, tu avais mis une stat. Là, récemment, tu peux peut-être nous donner des chiffres, mais tu as levé, je crois, 2 millions en 6 heures, non ça va assez vite quand tu mets un bien, j'ai l'impression. En fait, quasiment tous les jours, on a un bien, il part en 5 minutes. Ah, en 5 minutes J'ai une question, justement. Si tu mets un bien 1 million, ok, et que moi, je veux mettre 100 000, comment je vais faire pour mettre mes 100 000 Enfin, tu vois, si tout le monde met d'un coup... Tu vois, comment tu priorises et est-ce que tout le monde peut mettre les montants? Tu vois, est-ce que par exemple tu mets un bien 1 million, je peux mettre les 1 million tout seul sur la plateforme? En fait, en théorie, oui. Dans la pratique, non, parce qu'il y a trop d'investisseurs. Et donc, nous, on a créé un robot qui s'appelle notre investisseur automatique. Tu définis des critères, tu définis un montant et de manière équitaire, ça va répartir cet argent de tout le monde dans le projet. Okay. Et donc, ça diminue. Donc, s'il y a beaucoup de monde, ça va vachement diminuer. Et donc, s'il y a beaucoup de monde, ça diminue. Et le truc, c'est qu'à la fin, il reste que 10 euros du coup. Si tu as 20 000 personnes sur un bien en fonction des critères. 20 000 personnes sur un bien à 2 millions, c'est-à-dire que tu peux mettre 100 euros max. C'est notre problématique, c'est qu'en fonction des critères, là, on finance des fois des biens à 4 millions d'euros full invest auto. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé sur la plateforme, qu'il est déjà financé. Et donc, du coup, ça fait combien, ils mettent combien dans le bien parce que... Et donc, à coût de 20 000 investisseurs, sur 4 millions, ça te fait 200 euros par personne. Donc effectivement, il faut envoyer du projet. Et c'est un peu notre problématique, c'est qu'on a beaucoup de gros investisseurs qui nous disent « Cédric, c'est sympa, mais je ne peux pas investir, j'ai 50 000 à mettre, je ne peux pas les mettre sur ta plateforme. » Et tu n'as pas pensé à aller sur des plus gros projets, genre, je sais pas, un hôtel à 100 millions d'euros dans un lieu privé, par exemple, où tu te dis « Ok, bon, bah là, au moins, même à 40 000, s'il y en a qui veulent mettre, ils peuvent mettre, tu vois. » C'est un très bon point. Moi, j'ai un agrément qui est un agrément de plateforme de financement participatif. Donc, c'est donné par l'autorité des marchés financiers qui me limite à 5 millions d'euros en collecte par projet maximum. Donc c'est... Alors, il y a des discussions pour que ce seuil passe à 12 millions. Aujourd'hui... En vrai, même à 12, ce serait petit par rapport au nombre de gens que tu as. Enfin, si des gens veulent mettre 20 000 euros, en fait, 20 000, ça va très vite. Si tu as 200 personnes qui mettent 20 000... Encore une fois, ils le répartissent sur pas mal de projets. Donc 5 millions, maintenant j'arrive très facilement. Toi, je fais une collecte à 5 millions d'euros en l'espace de 2 minutes. C'est fou ça. Donc je pense qu'on pourrait monter à 8-10 millions. Au-delà, j'aurais peut-être pas une base d'investisseurs suffisante parce qu'ils mettraient sur beaucoup de projets en fait. Et du coup, vous ne faites pas de résidence principale, on est d'accord? Non, on ne fait pas de résidence principale. On fait que des biens. Nous, on ne finance que des sociétés. Donc... c'est des sociétés. Pas possibilité de financer une personne. Donc c'est une SCI qui détient un bien et dans lequel il y a un montage financier avec de la dette. Voilà. Et est-ce que vous pouvez prêter à côté d'une banque? Par exemple, je veux lever 1 million. La banque est prête à me prêter 500 000. Et du coup, moi, je viens lever 500 000 chez vous. Et en fait, du coup, ça me permet d'avoir le bridge que la banque ne voulait pas me prêter. Encore une fois, un exemple, je veux lever 1 million. La banque, elle est prête qu'à me prêter 800 000. Je vais voir la banque, je lui dis, ouais, mais je vais prendre 200 000 avec Brix, 800 000 avec vous. Est-ce que ça marche? Bon, j'ai compris qu'il y avait 10%, je viens de me rappeler là, de fonds propres. Mais donc, si je mets 100 000 non, mais tu vois, si on reprend ton exemple d'1 million et où la banque te demande 200 000 euros, tu pourrais mettre les 10%, les 20 000 et qu'il y ait 180 000 euros qui soient apportés par Brix. Donc, ça marche comme ça aussi. Les 10% de fonds propres, c'est sur ce que je veux lever avec Brix. Donc ça pourrait fonctionner. Hein. C'est un modèle tu vois, avec de la mezzanine. D'un point de vue financier, ça s'appelle comme ça. Ça marche, mais il y a des difficultés sur cette mécanique-là. C'est que la banque ne veut jamais qu'il y ait du financement participatif dans une opération si elle est à côté. Donc, il ne faut pas leur dire. Ok. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Ils n'aiment pas ça parce que ça complexifie d'avoir plusieurs prêteurs. Est-ce que tu as dette senior, etc., qui récupèrent en premier aussi?
c'est la banque qui récupère en premier dans tous les cas, mais ça complexifie le modèle et je ne sais pas s'ils le voient comme de la concurrence, mais ils n'aiment pas le crowdfunding, ils ne veulent jamais en entendre parler. Ok, je savais pas. Donc, si tu veux faire un modèle comme ça, tu peux, mais ça veut dire qu'il faut passer par 2 sociétés. Une société projet en bas et ta holding. Et en fait, tu fais rentrer l'argent dans ta holding sans dire que c'est du financement participatif et qui prête à la société projet. C'est trop bien ça. Et donc, ça, c'est trop bien. C'est simple pour ceux qui nous écoutent. Je pense qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent où ils ont un bien de leur rêve, il leur manquait 100 000. Et attends, ah oui, non, j'allais dire résidence principale, non, mais parce que tu l'achètes avec ta société. Donc, nous, on en a fait plusieurs des projets où il ne faut pas le dire à la banque, mais ça fonctionne. La seule difficulté qu'il va y avoir, c'est que la banque prend toujours une hypothèque de premier rang. Et souvent, la banque a bien fait ses calculs de marge de sécurité, ce qui fait que nous, quand on vient mettre les 200 000 euros en haut, on n'a plus la possibilité de venir se sécuriser sur le bien immobilier parce qu'il y a la banque qui est devant nous. Donc, on va accepter de le faire qu'à la condition que tu puisses nous offrir une garantie déportée sur un autre bien immobilier. Et donc, dans ce cas-là, on viendra le faire. Ça, c'est garantie personnelle dont tu parlais, en gros. Soit une garantie personnelle, soit tu viens prendre sur autre chose. Tu disais que les prêts à des particuliers pour de l'immobilier, il y avait un monopole des banques. Tu disais ça dans un podcast. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que du coup, que tu prêtes pas à des particuliers hors société, en gros. Oui, c'est ça. C'est quoi ce monopole bancaire? Enfin, d'où ça vient? Parce que d'une certaine manière, voilà pourquoi il y a un monopole des banques dans un monde un peu plus, je sais pas si on peut dire libertaire. En vrai, on pourrait pouvoir emprunter à d'autres personnes. Non, il y a certains pays de l'Europe et notamment la France qui est très, en tout cas, sécuritaire ou limitant, ça dépend comment on le voit et de quel prisme on le voit pour les particuliers. Ils ont fait 2 choses. Ils ont dit il y aura uniquement les banques, donc ce qu'on appelle d'un point de vue technique les établissements de crédit, donc qui sont les banques qui auront le droit de prêter de l'argent pour de l'immobilier à des particuliers. C'est pour ça que tous les modèles de leasing immobilier n'existent pas en France et tu ne peux pas en faire. À chaque fois, tout doit passer par la banque. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est vraiment emmerdant aussi pour les Français, c'est qu'on a dit et on va définir un taux d'usure maximum, donc un cap auquel les banques n'ont pas le droit de prêter plus cher. Donc si tu veux, une banque n'a pas le droit de prêter à plus de 4% de taux de crédit à un particulier. En fait, cette logique-là fait qu'il y a beaucoup de banques qui considèrent que, par exemple, toi, tu es entrepreneur, tu es en train de débuter, je considère que tu as un risque qui est plus important qu'un médecin qui est bien installé, et donc, je pourrais accepter de te prêter, sauf que pour rémunérer le risque que je prendrais pour te prêter, il faudrait que je te prête à 5%, 6%. Mais comme j'ai un plafond qui m'est imposé et je ne peux pas te prêter à plus de 4%, et ça c'est capé, et ça évolue tous les mois, mais c'est capé par la Banque de France, je n'ai pas la possibilité de t'accompagner parce que je n'ai pas la possibilité de me rémunérer de manière juste par rapport au risque que je prends pour t'accompagner, Andrea, pour l'acquisition de ta résidence principale. Et donc, il n'y a que les banques qui ont le droit de te prêter, et en plus, elles ne peuvent pas pricer juste le risque. Aux États-Unis, tu as un scoring, et en fonction de ton scoring, je te prête à 4, je te prête à 5, je te prête à 6, je te prête à 8 si tu es un client. Et donc, je viens rémunérer mon risque de t'avoir prêté des fonds. Est-ce que sur Brix, tu as des projets très risqués en mode rendement à 30% parce qu'il y a un risque, c'est un projet, je ne sais pas si on peut dire farfelu, mais en tout cas plus risqué qu'un classique? Ou non, vous choisissez bien, vous êtes dans ce range, je crois que j'avais entendu entre 8 et 12% et... Du range classique, quoi. Vous ne faites pas du trop... Non, on n'a pas encore fait d'exotique. On pourrait très bien te dire. En vrai, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est que tu pourrais faire de l'arbitrage de taux par rapport à des pays qui ont des taux de banque centrale très importants. Comment ça fonctionne les taux bancaires? Les taux bancaires se calent sur les taux de la banque centrale. Et les taux des banques centrales sont là pour suivre l'inflation et pour limiter l'inflation. Si tu regardes ce qui se passe en Turquie, le taux de la Banque centrale est quasiment à, je n'ai pas suivi ces derniers temps, mais à 40% par an. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation qui est énorme sur la livre turque. Et donc, ça veut dire que si tu veux emprunter de l'argent auprès d'une banque commerciale en Turquie, tu vas payer 30% à l'année de taux d'intérêt. C'est fou, ça. Ça paraît fou par rapport à ce qu'on connaît, mais en France, dans les années 80, tu étais à du 15-20%. Donc en fait, ça fonctionne. C'est juste que tu as une inflation qui continue et tout augmente tout le temps.
Tu pourrais te dire, moi, je ne vais pas prêter à 30%, mais il y a sûrement des personnes qui veulent emprunter, je peux leur prêter à 20%, tu vois, dans ces pays-là. Ou je vais aller en Afrique, je vais prêter. Il y a plein de pays dans lesquels... En Islande, qui est un pays qui, pour nous paraît très sécure, les Islandais empruntent à 9% de taux d'intérêt avec des taux variables. Mais ta licence, est-ce qu'elle te permet, parce que c'est une licence AMF, c'est mondial ou... Ma licence Tu pourrais peut-être pas le faire, ça, si. Si, on peut. On peut aller sur tous les pays. En fait, moi, je peux prêter à n'importe qui. Ça fait banque, j'ai l'impression, ça a plus. Non, ma licence, elle me dit deux choses. Elle me dit, tu dois t'adresser d'un point de vue marketing uniquement à des Européens. Donc moi, je ne pourrais pas faire de marketing en Turquie, en tout donc cas, je ne peux pas trouver de clients en Turquie, mais j'ai le droit de financer des personnes en Turquie. Ok. En fait, pour qu'ils trouvent, faut qu'ils forcément ils en ont entendu parler quelque part. À part si c'est du bouche à oreille d'un Français qui. Ouais, mais voilà, il y a souvent des Français. Tu as le droit de faire Français. du sales ou pas, genre du porte-à-porte Oui, ça oui. Okay. On a le droit de. Et intéressant. Voilà. Et donc on pourrait financer des Islandais, tu vois, des Français qui sont partis en Islande et qui veulent acheter là-bas. Et donc, on ne l'a pas encore fait là aujourd'hui, cet arbitrage de taux, mais c'est super intéressant parce que tu peux aller bénéficier d'opportunités comme ça sur des taux. Et la Turquie, tu vois, ou même l'Égypte, là, ils ont des taux importants. Il y a des coins, c'est du touristique, c'est ultra rentable. Tu as des touristes tous les ans qui sont importants. Ça serait énorme. Et puis en plus, ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est que moi, par exemple, je suis en France. C'est vrai que dans ta plateforme, si tu me proposes des taux de 8 à 20%, après je prends mon risque. Mais tu vois, si je me dis, putain, il y a un projet en Égypte, là ça me plaît, je peux aller chercher du 20%. Ouais. Tu vois, même dans mon patrimoine, j'ai 1000 euros. Je vais peut-être mettre sur mes 1000 euros 200 euros sur un bien en Égypte, 300 sur un bien en Turquie à 15 et le reste des 500, donc 50% sur le marché français, tu vois. Et j'arbitre moi-même dans mon budget, tu vois. Tu vois, pour augmenter mon taux moyen aussi. Exactement. Là, on va lancer cette année le Maroc. Donc, on va proposer des projets au Maroc. Et toi, c'est plus pratique, tu as plus de biens aussi. Parce que tu n'es pas limité au nombre de biens français. Exactement. Européens. Alors, si on y va déjà crescendo, c'est parce que nous, encore une fois, on est prêteur sur gage. Donc, ça signifie d'avoir un gage. Souvent, c'est une hypothèque. Et pour mettre en place ces hypothèques, ça varie d'un pays à l'autre, la façon dont ça se gère. Donc, nous, il nous faut des partenaires dans chaque pays, soit des avocats, soit des notaires. Et donc, c'est pour ça qu'on n'ouvre pas d'un coup 50 pays, on le fait vraiment pays par pays. D'ailleurs, sur l'hypothèque, j'ai une petite anecdote. J'avais voulu regarder une maison en Espagne et j'avais voulu demander un crédit à la banque et la banque ne voulait pas parce qu'elle ne pouvait pas prendre d'hypothèque sur un bien hors de France, je crois. C'est un truc un peu comme ça. Donc c'est un vrai sujet, les hypothèques pour lever de la dette, quoi. Ouais. Ils peuvent, mais après, est-ce qu'ils font confiance derrière aux partenaires que notaire qui va prendre l'hypothèque en Espagne? C'est souvent ça le sujet. Mais en tout cas, le bien et l'opportunité la plus rémunératrice qu'on ait fait, justement, elle était dans cette logique-là, c'était Saint-Barth. Saint-Barth, c'est un département d'outre-mer. Donc c'était très facile de prendre une hypothèque, donc c'est pour ça qu'on y est allé. Et Saint-Barth, tu as cette notion d'anticyclone, donc tu as un peu plus de risque. Donc là, on est à 13% de rémunération sur ce projet-là. Et c'était quoi comme projet? C'était genre un hôtel ou une villa ou... Alors c'est incroyable la valeur des villas à Saint-Barth, tu te dis c'est du délire. Donc c'est une villa qui a été expertisée 20 millions et il y a une dette bancaire dessus de 6 millions d'euros. C'est la BRED qui est en rang 1. Et donc nous on a prêté 3 millions d'euros en prenant une hypothèque de rang 2 sur le projet immobilier pour permettre à l'opérateur d'acheter un nouveau terrain, donc 2 millions d'euros, et de sécuriser un nouveau terrain sur lequel il va faire construire une nouvelle villa. En fait, il y a un vrai business là-bas où tu achètes à peu près ton terrain de 2 millions, tu construis ta villa pour 3-4 millions, donc ça te coûte 6 à peu près. Et une fois que tu as construit ta villa pour 6 millions, elle en vaut 15. Ça, c'est dingue. Et d'ailleurs, tu disais que les coûts dans l'immobilier, c'est ce qui est intéressant aussi avec Brix, c'est qu'en gros, plus tu as d'argent d'une certaine manière, plus tu as des gros coûts à faire en immobilier. Tu disais qu'en gros, quand tu achètes un petit appartement, par exemple à 100 000 euros, ça va être plus dur de gagner de l'argent versus un hôtel à Megève à 100 millions, tu peux revendre 150. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu... J'ai l'impression que plus les projets sont gros, plus dans l'immobilier, tu peux faire des gros gaps, quoi. Et d'où l'intérêt de Brix, du coup, d'amener les gens avec 10 euros sur des gros projets où il y a des plus gros leviers. Est-ce que c'est vrai, ça se confirme que en fait, globalement, les gros coûts dans l'immobilier, ça se fait toujours dans les gros projets, tu vois? Alors, ce n'est pas une science exacte, mais déjà, à pourcentage équivalent, quand tu fais 20% sur un projet à 100 000, ça te fait 20 000 euros, qui est bien plus sujet aux aléas, parce que si tu as le moindre imprévu,
qui a un coût fixe, par exemple, de 10 000 euros, c'est la moitié de ta marge. Si c'est une marge de 20% sur un projet à 100 millions, tu es tout de suite à gagner 20 millions d'euros. Donc, donc en valeur absolue, déjà, en valeur, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais par contre, en pourcentage, moi, je me dis toujours, 100 000, tu peux trouver un petit bien. Tu vois, tu l'achètes un peu moins cher, 80 au lieu de 100 000, tu fais des travaux, ça vaut 150 000. Tu vois, tu peux faire aussi en termes de proportion, je trouve, aussi des petites choses. Je pense que c'était plus en valeur ce que tu voulais dire. Ouais, alors déjà il y a la notion de valeur, mais il y a la notion aussi d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'à 100 000 euros, tout le monde peut s'acheter un appartement à 100 000 euros. Encore une fois, j'exagère peut-être, mais il y a plein de personnes qui vont nous écouter et qui vont dire c'est qui ce mec, moi je peux pas m'acheter un appartement comme ça à 100 000 euros. Mais en fait, il y a quand même plein de personnes qui peuvent se positionner du jour au lendemain. Il y a plus de concurrence. Et il y a plus de concurrence. Il y a plus de concurrence en gros sur un bien à 100 000 qu'une villa à 20 millions à Saint-Barth. Exactement. Et sur les gros biens immobiliers, c'est que en fait, quand tu dois sortir 50 millions, 100 millions, 200 millions, il y a quand même malgré tout pas mal de concurrence parce que des fonds d'investissement qui ont des milliards sous gestion et qui cherchent. En fait, plus tu as du cash sous gestion et plus tu veux des gros deals et moins tu as envie de t'emmerder. Parce que moins tu as le temps de faire plein de petits apparts à 100 000. C'est ça. Parce que si tu dois faire dans ton PNL plus, je sais pas, 2 milliards, tu vas jamais y arriver avec des apparts à 100 000. C'est tu es obligé d'aller que sur des hôtels à 200 millions. C'est toujours le coût d'opportunité. C'est-à-dire que, en fait, ça te prend en général autant de temps d'investir 100 000 euros que d'investir 10 millions ou 100 millions. C'est exactement la même. Moi, je le vois, c'est les mêmes analyses. Quand je fais une analyse où on va mettre 200 000 euros de financement sur la plateforme Brix ou 5 millions, même temps d'analyse. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu as 2 milliards sous actifs, sous gestion, il faut que tu déploies les 2 milliards. Il faut que tu déploies les 2 milliards. Tu as genre 2 ans pour les déployer, tu peux pas. La grosse différence, et pourquoi il y a plus de marge, c'est que c'est du cash. C'est que t'as personne qui déploie 100 millions en mettant un crédit à la banque, c'est très rare, tu vois. Donc c'est 100 millions, je paye cash, et donc j'ai un buying power, un pouvoir de négociation vis-à-vis du vendeur qui est plus important que le gars qui va arriver avec sa condition suspensive de « attendez, je vais aller voir mon banquier ». Et du coup, qui négocie mieux à l'achat, parce que si le bien vaut par exemple 100 millions, le mec arrive, je te l'achète cash sans condition suspensive, tu me le fais à je sais pas, 85. En fait, tu as gagné 15 millions à l'achat, on parle d'une somme énorme. Quoi, ouais. Donc, l'immobilier, tout le monde te dit, c'est à l'achat que tu fais la marge. Si tu as bien acheté, tu sais qu'il n'y aura pas de problème à la sortie. Ouais, donc en valeur globalement et sur les gros biens, c'est là dans l'immobilier qu'il y a le plus de gaps qui se font. D'où Brix finalement. En fait, Brix, finalement, c'est donner la possibilité à des gens qui n'ont pas les moyens d'atteindre des gros projets, de pouvoir investir dans des projets à plusieurs millions. Donc avec un petit capital, de pouvoir investir dans des projets avec beaucoup de valeur où il y a des grosses marges. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Là, on accompagne une salle de sport qui s'appelle Fitness Park, qui sont assez connus sur la France et qui se développent dans d'autres pays. Tu vois, là, ils sont en train d'ouvrir l'Italie, ils ouvrent l'Espagne, le Portugal, et on va les accompagner sur le Maroc. La difficulté, en fait, tu peux pas te faire financer par du bancaire. Pourquoi ? Parce que c'est de la salle de sport. Il faut mettre 2,5 millions de capex, donc de coûts juste d'ouverture. Il n'y a pas d'immobilier derrière. Les banques, elles ont besoin de valider que tu en as ouvert 1, 2 pour t'accompagner sur les suivants. Et en plus, comme c'est du fonds de commerce, tu dois rembourser ça sur 7 ans. Donc ça te coûte très très cher. Et donc, là, il y a les salles de sport dans tous les sens en ce moment qui sont en train de se développer. Tu vois, les Basic Fit, les On Air, les Fitness Parks. C'est la course à celui qui va mailler le plus rapidement l'intégralité de tous les territoires européens. Quand tu arrives avec la force de frappe d'un BRICS dans un pays comme ça, forcément, ça fait mouche parce qu'on a un avantage que personne ne peut avoir sur un marché comme ça, qui est de dire nous, on est capable de vous accompagner. On sait que Fitness Park a des marges suffisamment importantes pour payer du 8-10% d'intérêt à l'année. Ok, on va déployer avec vous du cash dans ces pays-là et on veut le reward en face. Si on sort du projet Brix 2 minutes et qu'on regarde l'immobilier en général, l'investissement dans l'immobilier, est-ce que pour toi, c'est toujours un bon investissement aujourd'hui pour un Français d'investir ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de lois qui sont allées contre ça. Tu vois, plafonnement des loyers, IFI, donc en fait, c'est l'ancien impôt sur la fortune. J'ai oublié le nom d'avant. L'impôt sur la fortune, qu'ils ont mis, mais que sur l'immobilier maintenant. Le Airbnb qui est limité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lois qui font que c'est plus l'Eldorado du passé. Ce qui reste à l'immobilier, à mon sens, c'est vraiment l'effet de levier, parce que globalement, les banquiers, c'est ce qu'ils sont capables de mieux comprendre et où ils peuvent vraiment prêter beaucoup. Mais si tu enlèves juste l'effet de levier, je trouve que... Est-ce que pour toi, c'est toujours un bon... En sortant du BRICS, vraiment, là, je parle vraiment, tu veux acheter un bien immobilier, le mettre en investissement locatif, ou tu penses qu'il y a mieux à faire à côté ?
problématique du marché français, c'est que quand tu investis dans l'immobilier, en général, tu investis sur des durées qui sont très longues. Tu vois, tu vas investir sur 20 ans. Et en fait, malheureusement, entre-temps, les règles changent. Ils enlèvent la taxe d'habitation. Tu te retrouves à manger une taxe foncière qui devient délirante dans certaines villes, tu vois, et donc qui vient te péter toute ta rentabilité. Ils t'introduisent. Et donc, comme ça change régulièrement, et que tu as quand même des frais de notaire qui sont importants et que tu dois amortir et tu dois détenir ton bien immobilier pendant au moins 5-6 ans pour être capable de les encaisser, ça devient très compliqué de faire de l'immobilier en France. Donc moi, d'accord. Ouais, parce que tu regardes le brut, par exemple, tu regardes un bien, tu dis putain, je peux avoir 4%. Et là, tu dis c'est brut. Et après, tu enlèves les impôts et tu dis il me reste 1,5%. Mais quand il te reste 1,5% net, tu as mieux fait d'aller placer en compte à terme à 2% et tu t'es pas fait chier. Tu as le même rendement qu'avoir acheté un appartement, à part que tu ne suis pas la valeur du bien. C'est ça. Mais si tu enlèves ça. L'intérêt, c'est la capitalisation. Donc, et c'est quand même beaucoup. Hein. C'est que tu l'as vu pendant le Covid, hein, c'est un peu, ça peut exploser comme ça du jour au lendemain. Donc, moi, je continuerai à faire de l'immobilier pour plusieurs raisons. D'un, c'est ce que tu as dit, c'est l'effet de levier. Deux, c'est quand même d'aller chercher les niches fiscales où elles sont. Parce que le gouvernement, il n'a plus envie que tu investisses sur de l'immobilier où tu n'as rien à faire parce qu'il considère que tu es un rentier, à savoir de la location longue durée sur du résidentiel. Par contre, il t'encourage toujours à avoir ta résidence principale. Tu vois, il n'y a pas d'imposition à la revente sur la résidence principale. Plus grosse niche fiscale. Donc, grosse niche fiscale, donc achetez tous votre résidence principale. Et ça, je viens le nuancer, à la condition que vous ne soyez pas à surpayer votre RP. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, comme tu as un coup de cœur pour ta résidence principale, tu vas t'emballer. Et donc moi, j'ai tendance à dire, pour que ça reste un bon investissement, et si on le voit d'un point de vue patrimonial, il faudrait que tes mensualités que tu payes en remboursement soient équivalentes à ce que tu aurais payé si tu avais payé un loyer à côté. Donc imaginons, je paye 700 € de loyer par mois. Bon, bah, il faut que je trouve un bien pour ma RP qui soit avec des mensualités de 700 € par mois. Dans la pratique, globalement, tu as un coup de cœur et tu payes un peu plus cher. Dans la pratique, tu payes ton coup de cœur. C'est l'être humain, c'est aussi la vie, quoi. Mais oui. mais moi, je suis sur un raisonnement très économique là. Et moi, ce que je regarde maintenant, c'est plutôt l'immobilier commercial. Parce que l'immobilier commercial t'offre bien plus de latitude pour refacturer un maximum de choses à ton locataire. La taxe foncière, les charges d'entretien, les charges de beaucoup de rénovation, ce qui va te permettre de ne pas avoir cet effet brut net aussi impactant que tu peux avoir dans du résidentiel où là tu peux rien refacturer. Tu vois, par exemple, les augmentations, même les indexations de loyers sont bien plus importantes et suivent l'inflation, en tout cas l'inflation qu'on veut bien nous communiquer. Ce que tu n'as pas sur du résidentiel où on va te caper à 3,5 par exemple à l'année quand tu as une inflation qui est quasiment à 10. Tu disais dans un média que le système de retraite en France était défaillant et du coup c'était plutôt intéressant d'investir dans l'immobilier parce que si notre génération des travailleurs actuels, des actifs n'ont pas de retraite, vaut mieux avoir un toit sur la tête et peut-être aussi des rendements locatifs d'appartements. Est-ce que tu penses toujours ça ? C'est pas qu'il est défaillant, c'est que c'est un Ponzi. c'est que notre système de retraite est une hérésie en 2026. Tu vois. Donc, ça fait longtemps en plus. Mais ça fait combien de temps que depuis je vais pas refaire tout le détail mais je crois que ça fait bien 30-40 ans que ça a été voté et que notre système de retraite, il est d'après-guerre, donc il est de 1950. Donc en fait, on a un système de retraite là qui aujourd'hui a 80 ans et qui est plus du tout adapté et qui va être avec l'évolution des robots, de l'IA, de tout ce qui arrive. Intéressez-vous à ça parce que dans 10 ans, il n'y a plus de système de retraite et toute votre retraite par répartition, elles font. Donc ceux qui ont 20 ans, 30 ans qui sont sur le marché du travail, je mets ma main à couper au feu où vous voulez. Vous n'aurez pas de retraite à 70 ans. Ou alors, vous aurez une retraite à 90 ans et parce qu'on aura peut-être augmenté l'espérance de vie. Donc, tout ça pour dire que malheureusement, en France, tu ne peux pas choisir de rester ou de sortir du système. Moi, j'adorerais pouvoir choisir de me déconnecter du système de retraite et d'arrêter de cotiser pour ma retraite. Et de dire, vous inquiétez pas, je me gérerai. Je peux pas faire tu sais, on se dit qu'il y a la retraite par capitalisation, notamment. Mais ça n'existe pas ça en France. Ouais. Je sais, mais est-ce que ça n'existe pas des systèmes de retraite privés par capitalisation ? Tu peux cotiser en plus à côté. Ouais, c'est l'assurance vie qu'on te vend, tu vois. Ouais, voilà.
Et oui, tu pourrais te faire un truc par capitalisation, mais en fait. Mais ça sera en plus du système. Mais quoi. c'est ce qu'il faut faire. Mais en fait, tu payes 2 fois un système inefficient où tu verras jamais ton argent et en fait, tu dois quand même te faire ta retraite à côté, quoi. Donc, mais intéressez-vous au sujet parce que je le redis, c'est un Ponzi, il n'y aura pas de retraite. Il faut calculer, je crois, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et je crois que là, le système ne fonctionne plus parce que pour un retraité, tu as. Non, c'est pour. Attends. Ça s'est inversé en fait. En fait, si tu as un actif pour un retraité, c'est bon. En gros, c'est le système, le système fonctionne. Mais si tu commences à avoir plus d'actifs que de. Ah non, c'est l'inverse. Pardon. Si tu commences à avoir plus de retraités que d'actifs, comme on a une population vieillissante, c'est là où c'est compliqué. Là, tu as 1,70 actifs pour un retraité. Donc 1,7 actifs pour un retraité. Donc ça veut dire que pour payer la retraite d'une personne tous les mois, on n'a même pas 2 actifs. Donc si tu pars à la retraite avec ton dernier salaire, en fait, ça veut dire que, imaginons, j'ai 2 000 € et je pars à la retraite, allez, on va me ponctionner, il va me rester que 70%, mais il faut encore me payer 1 500 €. Ça veut dire que j'ai 1,7 personnes qui doivent payer les 1 500 €. Donc c'est énorme ce qu'on pourrait me redonner sur mon salaire et ce qui part dans les retraites. Et donc, le jour où j'ai un actif pour un retraité, là, ça veut dire qu'à chaque fois que je travaille, on me prend la moitié de mon salaire pour payer les retraites. Et qu'il ne restera plus rien à moi. Et qu'il restera plus rien. Et donc, ça ne tient pas parce que ce n'est pas du tout le niveau de prélèvement qu'on a sur les actifs. Donc, tout ça, c'est financé sur de la dette. La dette qui coûte toujours plus cher. Et à un moment donné, ça va nous coûter tellement cher de dette tous les ans qu'on va dire, en fait, le système ne tient pas. Et il y a 3 façons de faire. C'est soit tu augmentes et tu ponctionnes massivement, soit tu réduis les retraites, soit tu passes sur un système où la retraite, c'est plus à 67 ans, c'est à 80 ans. Quoi. Soit tu bascules sur la retraite par capitalisation, mais tous ceux qui sont en retraite actuellement, ça sera le bordel. Quoi. C'est le bordel. Tu peux pas transiter d'un système de retraite à un autre. Le principe de capitalisation, c'est que tu as mis de l'argent dans une poche qui a travaillé pendant 40 ans. Du coup, c'est un gros problème, parce que tu peux pas changer de système du jour au lendemain non plus. Quoi. Le vrai problème, c'est le courage politique. C'est que le plus tard tu le fais, le plus tard c'est la merde. Donc en fait, il faudrait vraiment qu'on ait des politiciens qui nous y amènent un peu à marche forcée là-dedans. Alors c'est super intéressant. Donc pour toi, oui, donc si le système de retraite ne fonctionne plus, c'est quoi les 3 choses? Donc soit ils taxent plus. Soit ils taxent plus les actifs. Mais on est déjà le pays, je crois, le plus taxé, mais ils taxeraient plus les actifs et donc les entreprises. Et les entreprises, donc ça augmenterait fortement les taxes. Ça c'est le premier cas. Ça va augmenter ton coût salarié, donc tu perds en productivité. Donc, soit le deuxième aussi, c'est ton niveau de retraite baisse. Par exemple, tu avais un salaire où le taux des 70% ne donne que 50%. Tu donnes que 50%. Soit il faut laisser les actifs plus longtemps actifs. Exactement. Et donc tu prolonges l'âge de la retraite. C'est les 3 axes. Et on joue sur ces 3 axes et c'est des cordes et il faut tirer les 3. Mais tu vois notre système français. Dès que tu veux jouer sur un 6 mois de plus d'âge de la retraite, tu te retrouves avec des gilets jaunes dans la rue et c'est le bordel. Donc ce qui fait que si tu veux pas, là il faudrait tout faire passer en 49.3. Bon, oui c'est très impopulaire, ça va faire chier tout le monde, mais la réalité c'est qu'on n'a pas le choix parce que ce qu'on est en train de faire et où ça manque de courage politique, c'est qu'en fait c'est les générations d'après qui vont le payer. Ah oui. Donc c'est nos enfants quoi globalement. C'est chaud quoi quand tu y penses. Ouais, non mais quand tu y penses c'est méga chaud. Quand tu y penses c'est chaud parce qu'en gros toutes les personnes qui habitent en France sont d'accord avec un système qui pénalise fortement nos enfants. C'est chaud quand même, parce que tes enfants, c'est censé être la chose la plus importante quand t'es... Non, enfin, c'est marrant. Ouais, non, mais c'est... Mais alors, comme il n'y a pas de courage politique, parce que chacun pense à sa réélection, moi j'ai une théorie qui est ce qui s'est passé en Grèce, c'est qu'à un moment donné, t'es tellement dans un niveau qui est incontrôlable, parce que la dette est devenue plus gérable, qu'en fait, tu passes sous tutelle du FMI ou tutelle de la BCE, et là, on t'impose des mesures d'austérité, mais qui sont imposées par l'extérieur. Et donc, tu vois, les hommes politiques français pourront se cacher derrière ça en disant « Ah ben regardez, c'est pas nous qui avons imposé de couper les retraites par 2. » Je suis entièrement d'accord. En fait, tu es obligé de passer par une phase de chaos. Et si tu regardes bien, par exemple, l'Italie, ils sont passés par une période qui était vraiment chaude. Et tu regardes aujourd'hui, genre, ils sont au top. Ils sont au top partout. Et c'est marrant, moi, je me dis... moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je me dis toujours... En vrai, je pense qu'on va faire un peu un délire à l'Italie, mais on est en retard.
on va passer par une phase de chaos, ça va être un sacré bordel. Mais derrière, du coup, on va remettre plein de lois intéressantes pour rebooster le pays, tu vois. Mais par contre, je suis assez d'accord avec toi qu'on va devoir passer par cette phase-là. Et c'est des phases qui sont reloues, quoi, parce que c'est des phases de chaos. Donc, c'est le bordel, tu peux plus rembourser les dettes, et sous tutelle, enfin, que des mauvaises nouvelles. Mais c'est là où les politiques, derrière, peuvent du coup revenir, limite un peu peuvent se cacher derrière tout ce chaos pour mettre des mesures fortes en place. Et si tu regardes l'Italie aujourd'hui, moi, dès que je regarde les actualités, c'est que des lois géniales. Enfin, ils repartent en croissance, l'endettement baisse, ils mettent des plans fiscaux pour attirer les étrangers et ça marche. Enfin, c'est ça. Mais tu as quand même, et c'est intéressant pour ceux qui écoutent, parce que tu peux le prévenir, toi, à ton échelle perso, parce que tu vois, on a quand même un truc où on est centré sur nous-mêmes. Si tu écoutes Éric Larchevêque, il te dit que quand ça s'est passé, ces trucs-là, en Grèce par exemple, bah, les gens qui veulent retirer à la banque ne peuvent plus, tu vois, parce que tu es obligé de geler les capitaux, donc tu es obligé de restreindre les flux de sortie extérieure. Et donc, ça veut dire que anticiper le truc, si on se dit que ça va arriver à un moment donné en France, parce qu'on est dans cette trajectoire-là, et avoir soit des façons de payer différentes, soit un peu d'argent qui est dans d'autres devises, ou avoir la possibilité de payer à l'étranger, c'est pas mal de se le permettre et de le mettre en place si on en a la capacité. Bien sûr. Tu as levé 20 millions d'euros en 10 jours avec ta communauté. C'est-à-dire que tu as utilisé le système de BRICS, mais pour toi-même finalement. C'est-à-dire que tu as une communauté tellement forte que tu as levé des fonds sur la structure BRICS et en 10 jours. Mais ça, c'est ultra unique. Enfin, les gens lèvent des fonds avec des business angels, avec des fonds de VC. Toi, tu as pris un autre chemin encore. Bah, écoute, moi, le chemin de la communauté. Le chemin de la communauté, c'est plutôt le chemin de la communauté qui est venu à moi. C'est-à-dire que quand j'ai lancé en 2021 BRICS, alors je voulais faire des grandes choses et je voulais développer comme ça et permettre à tout le monde d'investir. Je voulais me développer à l'international et j'ai commencé à faire le chemin classique du start-upper qui va voir tous les fonds d'investissement. Donc j'ai vu une 30aine de fonds d'investissement qui m'ont tous dit non, c'est impossible à scaler ton business, il est trop compliqué. Les ops, donc tout ce qui est partie opérationnelle est trop chiant à gérer, on n'ira pas. Et à côté de ça, j'avais déjà 60 000 investisseurs qui m'envoyaient régulièrement des messages pour me dire on adore le concept de BRICS, on aimerait investir au capital. Donc on s'est dit on va les faire rentrer, on va faire une levée de fonds communautaire pour les impliquer au capital de la boîte. Et ça a bien fonctionné. En l'espace de 10 jours, on a levé 20 millions d'euros. C'est énorme. Ce qui est énorme. J'ai jamais vu, non, enfin, j'ai jamais entendu une telle somme en si peu de temps. Ouais. Alors, peut-être que... Ah si, Revolut, je crois. Revolut, je crois, ils ont levé sur leur communauté un énorme truc. Oui, je pense que c'était pas 20 millions. Non, 20 millions, c'était quand même assez fat. Il y a Tony Parker, en plus, qui a participé à la levée. Donc ça a été... Et ça a été tellement dingue que, pour l'anecdote, le jour où on close la levée de fonds de 20 millions d'euros, j'ai l'autorité des marchés financiers qui m'appelle parce que je leur avais pas parlé de la levée, j'avais fait ça un peu pirate. D'ailleurs, on a bien évolué maintenant, on s'est bien mis en conformité. C'est légal ou pas, enfin, de base de faire ça ? Et en fait, c'était légal, mais les montants étaient trop importants. Okay. Donc, ils nous ont dit OK, Tu voulais pas lever moins au début, genre tu voulais genre 5 et... Au début, on a voulu lever 5 et en fait, on s'est retrouvé à financer les 5 en 5 secondes. C'est fou ça. Et dans l'équipe, on s'est dit bon, on fait quoi ? Bon, allez, on pousse à 20. Allez. Et en un jour, on était à 12. C'est dingo. Et donc c'était dingo. C'est une des communautés les plus engagées aujourd'hui sur en fintech, si on peut appeler ça. Ouais, je pense. PropTech, c'est PropTech finalement, l'immobilier. Ouais, nous on se définit plutôt comme une fintech, vu qu'on gère pas l'immobilier. Oui. Mais on a dû en rendre 7. Donc c'était marrant parce que les investisseurs ils s'attendaient pas. Donc on leur a fait un prorata, on leur a dit bah non, on garde que 13. J'ai bien entendu ça. T'as dû rendre 7. J'ai dû rendre 7. Et moi, t'as rendu 7. En fait, j'avais pas le droit de collecter plus de 8 millions avec des investisseurs qui n'étaient pas considérés comme des investisseurs professionnels. Donc averti, et tu es investisseur averti sur le droit financier quand tu investis plus de 100 000 euros. Donc on part du principe que si tu as 100 000 euros à investir, dans ces cas-là, tu es prêt à les perdre. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 100 000, mais bref. Et donc on avait à peu près 5 millions de personnes qui avaient mis plus de 100 000 euros. Et donc on a gardé 8 des investisseurs qui mettaient moins de 100 000 euros et on leur a remboursé la différence, donc à savoir 7 millions.
Et t'as pas le droit de lever en plusieurs fois, genre 6 mois après refaire la même levée pour finaliser le tour? C'est tous les 12 mois. Donc tous les 12 mois, tu peux relever 8 millions avec ta communauté. Là, on n'a plus eu besoin de lever du cash. C'est dingue cette histoire. Hein. Ouais. Et un truc dont les communautés, c'est devenu vraiment à la mode, notamment dans la tech, parce que en fait, tu as des ambassadeurs. Et il y a même un nouveau poste dans les boîtes, j'en parle souvent, c'est des Head of Community pour animer les communautés. Et c'est vrai que toi, ta force, c'est que tu as des centaines de milliers de personnes qui sont tes ambassadeurs, ils investissent, ils peuvent aller screener les biens sur place, ils sont avec toi, quoi, tu vois. Si tu leur demandes, je sais pas, peut-être tu fais un post LinkedIn, tu le pousses peut-être dans ta communauté, tu peux avoir 100 000 likes, tu vois, tout te démultiplie et ça, c'est une puissance. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être valorisé, ça, les communautés dans les boîtes. En fait, ça va l'être de facto là, avec l'IA qui se développe. Pourquoi ? Parce que le code et le développement informatique va devenir une commodité. C'est-à-dire que n'importe qui pourra développer l'application Brix en l'espace de 2 semaines. Tu vois. Oui. Donc, en fait, quelle est ta barrière à l'entrée quand tu es déjà là ? Ça va devenir ta communauté. C'est-à-dire que autant ça va être facile de refaire l'application Brix, autant ça va être très compliqué de recréer une communauté de 700 000 utilisateurs. Tu vois. 100% d'accord. Un coût d'acquisition client, c'est 100 € dans mon industrie. Tu veux aller rechercher ça, tu mets quand même pas mal de millions sur la table. Et il n'y a pas l'engagement, il n'y a pas l'historique, il n'y a pas tout ça. Donc, moi, je pense que c'est même pas que c'est intéressant, c'est que ça va devenir une nécessité. C'est là-dessus que tu vas imposer ton business. Entièrement d'accord. Il y a la communauté, il y a aussi, je pense, le branding, l'expérience client. Tous ces sujets-là vont revenir au cœur des projets. Et d'une certaine manière, l'effervescence de la tech, ça provoque le fait que la tech est moins importante parce que du coup, elle est plus accessible. Et finalement, du coup, il y a moins de barrières à l'entrée. Et il y a d'autres sujets qui vont venir sur la table, comme les communautés, le branding, le marketing. Mais tu vois, le sens du design, de l'expérience client, de tout ça, ça va énormément jouer, je pense. Ça va énormément jouer, mais tu vois, le design et le feel good, tu vois, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir recréer facilement. Mais il y a un autre truc qui est intéressant et là que je vois émerger avec l'IA qui se développe, c'est vraiment cette notion de super app. Une super app, en Chine, alors pour ceux qui connaissent, il y a WeChat, tu peux tout faire avec WeChat. À Dubaï, il y a Careem, tu peux tout faire, tu peux payer tes impôts, tu peux envoyer de l'argent, c'est ta banque, tu te fais livrer tes courses, tu as besoin d'une babysitter, d'une nanny, tu as tout sur l'app. Ce qui fait que ça te crée une sorte d'appauvrissement intellectuel. Moi, je suis quand j'allais en Chine ou quand je vais à Dubaï, je ne réfléchis plus. C'est pas quelle app j'ai besoin, c'est juste j'ouvre l'app et sur l'app, je choisis le service dont j'ai besoin. Donc, tu as une seule app. C'est génial. Ça, c'est chiant parce que ça consolide les marchés et du coup, ça tue tous les autres aussi. Ça tue tous les autres. Mais quand tu es dans cette position de monopole, c'est génial. Et donc, ces super apps-là, tu tues le game quand tu as réussi à faire ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Elon Musk il dit qu'il va faire de X une super app financière où il t'aura tout dessus. Tu vois. Mais la difficulté de créer une super app, c'est qu'il te faut 1000 développeurs. Parce que tu vois déjà, moi en tout cas, je le vois très bien, le nombre de personnes qu'il me faut pour avoir une expérience utilisateur qui est cool sur une verticale. Alors si je voulais en mettre 20 sur la même application, mais là j'ai 500 personnes qui sont autour de la table à coder toute la journée. Sauf que avec l'IA, tu n'as plus besoin d'avoir 500 développeurs. Tu te retrouves avec une toute petite team à être capable vraiment de créer beaucoup de fonctionnalités. Et donc, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est on en revient au client. C'est comment je fais pour avoir cette acquisition client et cette rétention et cette expérience dont tu parlais qui est exceptionnelle. Et après, je vais faire en sorte de le monétiser le plus possible en le mettant dans mon app avec un maximum de services pour qu'il ne sorte jamais de mon app et que j'augmente ma LTV, etc. Et là, on rentre vraiment dans l'expérience client. Mais tu vois, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Claude, de Cursor, etc., moi, je regarde, on a à peu près 15 développeurs chez Eskimos. Okay. Et franchement, je pense qu'on fait... Quand je vois parce que ça fait 15 ans que j'évolue dans le digital, dans la tech, quand je vois la véracité, l'évolution des features, etc., pour moi, on fait le travail de 40-50 personnes, je pense. Ouais. On est vraiment là, genre c'est plus un mythe, quoi. Les gens, on voyait beaucoup de tweets passer, etc. Mais je trouve que là, on est vraiment dedans. Ça y est, c'est plus du tout un mythe. C'est vraiment le nouveau modèle d'Opus là en début d'année qui a changé les choses parce que jusqu'à présent, tout le monde parlait des agents, mais c'était pas ouf. Là, vraiment, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Hein. Ouais. Pour finir, je voudrais parler de ton ancienne expérience chez 1001 pharmacies. Tu as travaillé pendant 6 ans là-bas.
et tu as gagné 40 000 euros à la fin. Et je me suis dit, c'est important d'en parler parce que les gens ne réalisent pas la violence de l'entrepreneuriat. 6 ans pour gagner 40 000 euros, tu as gagné moins bien que le job le moins bien payé de France. Et donc, non, mais souvent on dit l'entrepreneuriat c'est l'Eldorado, mais 99% des gens se retrouvent dans cette situation, se battent sur un projet. Toi, si c'est 6 ans, mais il y a des gens, c'est 15 ans. Il y a des gens qui s'accrochent jusqu'au bout. Et il y a un truc dont je voudrais parler aussi, c'est les liquides pref, on n'en parle jamais assez. Mais je voudrais sensibiliser les gens qui nous écoutent aussi, parce que quand tu lèves sur une valorisation, c'est souvent associé à une liquide pref. Et du coup, il faut faire gaffe, parce que c'est bien beau de lever par exemple, sur une valorisation à 200 millions. Mais souvent, ce que ça veut dire, c'est que tu as une liquide pref peut-être sur le montant de la levée, par exemple 50. Et que du coup, si tu ne vends pas ta boîte plus de 50, toi, tu toucheras rien en tant qu'entrepreneur, tu vois. Mais voilà, je voudrais revenir sur ces sujets pour sensibiliser, parce que c'est un parcours du combattant, quoi. Tu as déjà eu plusieurs vies, on va dire, d'entrepreneur, et que tu nous racontes un petit peu voilà, les difficultés. Ouais, moi, ça fait 16 ans que je suis dans la tech et donc, à la fin de mes études de pharmacie, j'ai lancé une marketplace qui permettait à n'importe quelle pharmacie de vendre des médicaments sur Internet. Donc, je commençais en 2010 et j'ai été dégagé de cette société en 2017. T'as été viré de ta société? J'ai été viré. C'est fou ça aussi, c'est une expérience de vie, je trouve, qui est dingue. Ça, par exemple, je crois que j'ai jamais reçu personne ici encore se faire virer d'une entreprise que tu as créée. C'est ultra bizarre parce que l'entreprise que tu as créée, c'est ton bébé, tu vois. Même psychologiquement, il y a un truc qui colle pas quand on. C'est comme se faire virer de chez toi, quand tu achètes une résidence principale et un jour on te sort de ta résidence principale et à côté comme ça, tu vois. Ouais, tu vois, ça a été. Très, je vais raconter les détails, mais ça a été très douloureux parce que c'est exactement ça. Pour moi, c'était mon bébé. C'est violent. Et j'étais aussi un baby entrepreneur, c'est-à-dire que je comprenais pas la réalité contractuelle. C'est que on est dans une vie où tout est régi par des contrats. Et donc, tu signes des contrats quand tu es entrepreneur sans savoir ce que tu signes. Ça, c'est un truc d'entrepreneur. Franchement, quand on est jeune, franchement, personne lit ses contrats quand tu es jeune. Si, mais en fait. Non, il y a ChatGPT. Tu aurais peut-être passé dans ChatGPT ton PDF en disant dis-moi les. Mais je le savais en plus. Mais t'imagines, c'est pas que tu t'es con et que tu vois pas, c'est que je connaissais la liquide pref, je savais que j'avais que 10% de la boîte et que en fait, tout le monde te dit si t'as pas 51%. Mais en fait, tu t'imagines pas que ces mécaniques-là peuvent arriver un jour. Parce que toi, quand tu montes ton business, tu te dis que tu vas faire des centaines de millions d'euros, parce que tu te dis que tu es indispensable dans ta boîte, mais plein de choses. Et donc, moi, je trouve que c'est le meilleur enseignement qui ait pu m'arriver, parce que maintenant, ça ne m'arrivera pas 2 fois. Et là, je suis resté très haut au capital de Brix, parce que j'ai une vision et que je veux la porter loin. Mais pour résumer ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours été dans un business de e-commerce qui est un métier de chien, où les marges sont très basses et où tu dois vraiment faire du volume pour... Et donc, on a enchaîné les levées de fonds. La première levée de fonds qu'on fait, c'est en 2011. En 2011, on n'était pas du tout dans la vibes start-up levée de fonds. Tu vois, c'était avant The Family, pour te dire. Donc les valos, c'était genre 1 million, quoi, non? Enfin, genre, tu levais genre 200 000 sur 1 million, dilué de 20% direct sur 200 000. Enfin, je crois que Blablacar, la première levée, c'était 1 million. Donc, toi, c'était peut-être à ce moment-là. Mais... Moi, j'ai fait une première levée de fonds à 200 000 sur une valo 500. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'étonne. Blablacar, c'était 1 million, tu vois. Ouais. Donc, pour 200 000 euros, j'avais déjà perdu 40% de ma boîte, tu vois. Parce que je me demandais comment il te restait 8%. Parce que même en levant beaucoup, 8%, il faut y aller quand même. En fait, c'est la multiplicité des levées. Tu fais une levée de fonds à 200 000, après tu en fais une à 600, après on en a fait une à 2 millions, et après on en a fait une à 8 millions. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand il te reste peu de capital? En fait, à partir d'un certain seuil, psychologiquement, tu te dis, j'ai intérêt peut-être à faire autre chose. Enfin, tu vois, il y a des mécaniques financières qui font que psychologiquement, tu dois... Tu vois, si on dit, t'as plus que 0,1%, si on vient de faire chier, tu dis, je me casse, tu vois, parce que t'as plus rien. Pour résumer. C'est exactement ça. Mais rien n'allait là avec mes investisseurs qui sont rentrés au capital. Donc j'ai 2 fonds d'investissement qui sont rentrés au capital. Ça ne sert à rien de les citer, mais qui n'étaient pas dans une dynamique très pro-entrepreneur. Et justement, cette logique de je vais faire en sorte que tu gagnes de l'argent parce que tu vas rester motivé, il n'avait pas. Tu vois, le premier truc qu'ils ont fait quand on a fait... Donc ils m'ont confié 8 millions d'euros et ils m'ont capé mon salaire à 55 000 euros à l'année. T'as jamais été payé plus de 55 000 dans un milieu de pharmacie? Non. C'est fou ça. C'est fou. Et j'avais 50 employés. Et il y a plein de gens qui étaient payés mieux que toi du coup, non? Oui, mes directeurs, ils étaient mieux payés que moi. Oui. Plus qu'un directeur dans une boîte comme ça qui lève. Mais moi, je leur ai dit, toi, le jour où on fait le closing, ils me disent, tu veux être payé combien? Et je leur ai dit, je sais pas, un truc qui me paraît faire, c'est d'être à 120 000. Il y a 50 employés. On faisait
Alors là, on était à 15 millions de chiffre d'affaires à l'année. C'est déjà une belle boîte, 15 millions. Ouais, et ils me disent, tu vas prendre 55 000 euros. J'aurais dit, j'ai pas le choix, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on est resté, en fait, on a levé au meilleur moment, et il y a eu 2 ans de plateau. Où ça a été plafonné à 20 millions, tu disais, c'est ça on a plafonné à 20 millions, où il y a eu du turnover dans les équipes, parce qu'il y avait des équipes qui étaient trop juniors, on les a fait bouger. Et c'était un des premiers investissements du partenaire qui a mis l'argent, et il était en flip de la ligne BRICS, tu vois. Et donc il y a eu un mélange d'émotionnel. Non, pas la ligne BRICS, la ligne Million pardon, la ligne Million Pharmacy. La ligne BRICS, il aurait été content là, ouais, je crois. Il aurait été content. D'ailleurs, je l'ai pas rappelé. Et en fait, il y a eu beaucoup d'émotionnel. Moi aussi de mon côté, à un moment donné, je leur ai dit vous m'emmerdez, on arrête de se parler. Mais tu sais, moi j'ai une conviction sur les fonds et les entrepreneurs. C'est que tu sais, on dit la première cause de faillite des entreprises, c'est quand les associés s'entendent plus. Mais c'est marrant parce que souvent, ce que je remarque, c'est que en gros, tu as des financiers d'un côté et des entrepreneurs d'un autre, et qu'en gros, les financiers commencent à se tendre à un moment donné, et que l'entrepreneur qui est aux manettes, tu vois, a des bonnes idées, mais que la relation se tend et que ça crée une espèce de zone grise qui fait qu'il se passe plus rien, et du coup, tu n'es plus dans l'action, et ça tue les boîtes. Mais tu vois, dans ton cas, par exemple, moi, j'ai bien suivi ton histoire. Et peut-être tu peux nous raconter justement l'idée que tu avais pour développer. En fait, je pense que si tu étais allé au bout de ta logique de Million Pharmacy, ou de ce que j'ai compris, en gros, tu voulais racheter des pharmacies et étendre le modèle, en fait, ça aurait pu grave marcher ce modèle-là. Moi, mon intuition d'entrepreneur me disait que c'était le bon truc à faire. C'est le modèle d'aujourd'hui. C'est que. En fait, tu peux raconter à ceux qui nous écoutent ce que tu voulais faire et on t'a bloqué en gros à ce moment-là. Et je reviendrai sur la liquidité. Bref, c'est. Pendant 2 ans, on plafonne parce que le chiffre d'affaires, il explose plus. En fait, on avait vraiment bénéficié d'un modèle marketplace où on était très très bien référencé en SEO. Bon, à un moment donné, une fois que tu as référencé les 40 000 produits et que tu es top 1 sur Google, tu peux plus faire grand-chose, tu vois. Donc après, c'est juste de la récurrence, mais t'as plus tu vois, on faisait x3 sur le chiffre d'affaires d'une année sur l'autre pendant 4 ans d'affilée. Bon, à un moment donné, on plafonne, on peut plus, on est pharmacie en ligne, premier, parapharmacie en ligne premier sur, mais tu peux plus rien faire, sauf balancer de l'ADS comme un port, mais c'est quand même un modèle de prix. Donc, soit tu vas à l'étranger, soit tu te reposes la question de ce que tu fais réellement. Et donc, à ce moment-là, on travaille avec vraiment 100 pharmacies à travers la France qui représentent le gros de nos volumes. Et qui ont aussi un intérêt à ce qu'on ait une relation plus intégrée avec elles, parce qu'elles savent que si Million Pharmacy s'arrête du jour au lendemain, c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires qui va se casser la gueule. Tu vois, pour la plus grosse, on lui générait 1,5 million à l'année. Sur une pharmacie qui en faisait 5 dans son point de vente, c'était quand même une grosse proportion de son CA. Oui, d'accord, ouais. Et donc, moi, je leur dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est de créer un mini fonds d'investissement où je vais prendre des parts de chacune des 100 pharmacies. On va mettre 1001 pharmacies sur la devanture de vos pharmacies, on va créer une centrale d'achat et on va devenir un modèle complètement intégré. Et plutôt que d'être parti du physique, on part du online et on revient dans le physique pour vraiment créer la première marque de pharmacie en France, comme il existe déjà en Angleterre avec Boots, comme tu l'as en Allemagne, tu l'as déjà dans tous les pays. Et au-delà de prendre des parts, moi dans ma tête, c'était même aller plus loin, consolider en fait toutes les pharmacies et les racheter les unes après les autres, limite. Et qu'il y ait des 1001 pharmacies partout. Alors, parce qu'en fait, tu avais la distribution. Moi, je suis pharmacien. En fait, aujourd'hui, non, mais ce qui était intéressant avec Million Pharmacy, c'est que tu avais la distribution. En fait, donc, si tu rachetais les pharmacies, après, tu étais refait, quoi. Alors, les pharmacies, c'est une profession réglementée. Donc, en tant que pharmacien, tu n'as pas le droit de posséder plus de 5 pharmacies. Les pharmacies n'ont pas le droit d'être détenues par des capitaux privés. Donc, si tu veux, tu as des modèles hybrides avec des BSA où tu contrôles de fait la pharmacie, mais tu n'es pas au capital. Donc, ça se voit de plus en plus. Mais tu dois quand même composer avec la réglementation française au niveau des pharmacies qui est assez compliquée. Donc, le fait de mettre une centrale d'achat et de verrouiller par le fonctionnement les pharmacies plutôt que par le capital avait du sens économiquement, tu vois. Parce que, en fait, si tu as la relation avec les laboratoires, tu tiens le marché. Et donc, c'est comme ça qu'on voulait procéder. Et donc, il y a eu des réflexions. Et à un moment donné, les investisseurs m'ont dit, écoute Cédric, plutôt, nous, le plan, il est très bien, mais on n'est pas en accord avec le plan parce que d'un, c'est pas ce sur quoi on a investi sur la thèse d'investissement quand on est rentré dans Million Pharmacy. Et deux, ça va être un modèle qui va prendre 10 ans.
Nous, on n'est pas des investisseurs qui restons 10 ans au capital des boîtes. On a une volonté de sortir dans 2-3 ans. Trouve-nous une sortie. Et je leur trouve un industriel qui était prêt justement avec des pharmacies à venir. Et là, ça allait diluer. Et donc, ils perdaient les 51% de majorité qu'ils avaient gagnés. Donc, ils ont refusé le plan. Et finalement, moi, je leur ai dit, c'est cette voie stratégique où il n'y a pas d'autre voie. Parce que continuer à mettre du cash en marketing sur Internet, c'est griller de l'argent, c'est faire un chiffre d'affaires qui est fictif parce qu'en fait, on n'est pas rentable. C'est une prochaine levée de fonds qui va encore plus me diluer. J'ai déjà du 8% du capital, je vais tomber à quoi ? À 4 ? Je suis pas motivé dans ce truc. Et on a eu une discussion un peu dure. Ça s'est fini là. Et 2 semaines ou 3 semaines après, je reçois une convocation à une assemblée générale et je suis révoqué de la boîte et ils mettent un manager de transition. C'est vrai que tu allais dans les bureaux et qu'il y avait des huissiers. Ouais. Il y avait la police. Force de l'ordre et huissiers qui m'attendaient en me disant vous n'avez pas le droit de rentrer dans les bureaux. Tu vois. C'est quand même une folie, ça. Tu fais une AG où tu as le sténo qui est là avec l'huissier pour noter parce que les gens ils ont peur que ça s'emballe dans l'AG. C'était folie. Au dernier moment, tu as un actionnaire qui est payé par le plus gros et qui retourne sa veste. Tu vois, c'était vraiment. C'est dingue. C'était digne d'un film, le truc. Ouais. Et donc, je me fais donc révoquer de mes fonctions. Mais en fait, quand tu te fais révoquer, tu perds juste ton mandat de président. Donc, ça veut dire qu'ils mettent une autre personne à la place. Mais tu gardes tes actions. Oui. Donc, ça, c'est un titre. Les actions, c'est un titre de propriété. Donc, c'est un titre de propriété. Oui, donc, ça, on peut pas te l'enlever. Là, jusqu'à là, je suis actionnaire. Quand je pars, j'ai des actions qui sont valorisées encore 2 millions d'euros parce que la boîte, elle était valorisée à peu près 20 millions, donc j'ai 8%, tu vois, j'ai un peu moins 1,6 million. Ouais. Donc, je fais la gueule, mais j'ai toujours fictivement, virtuellement, 1,6 million de patrimoine à ce moment-là. Et en fait, le manager de transition ne va avoir qu'un seul objectif, c'est de revendre la société le plus rapidement possible pour que les fonds d'investissement récupèrent leur cash. Et donc, c'est ce que tu disais, le dernier investi, donc celui qui a mis 8 millions, il a une clause de liquidité préférentielle une fois. Donc, c'est quoi la liquidité préférentielle ? La liquide préf, c'est si la boîte est revendue, peu importe le montant, je récupère en tant que dernier investisseur en priorité mes 8 millions. Et après, si la liquide préf est de une fois, si elle est de une fois et demi, par exemple, c'est 12. Voilà, exactement. Donc, non, et si c'est liquide préf de 2, c'est 16. Mais... C'est 16. Voilà, ça peut être agressif. Il y a des gens très agressifs. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Et donc là, ils avaient une liquide préf de 1. Ils voulaient récupérer leur argent et passer à autre chose. Et donc, leur job, ça a été de revendre la boîte pile 8 millions, ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc les personnes avant, que ce soit les fondateurs ou les business angels qui avaient mis 2 millions d'euros, n'ont rien récupéré. N'ont rien récupéré du tout. Donc, si ça avait été revendu 10, ils auraient récupéré les 8, plus chacun aurait pris sa proportion des 2 restants. Exactement. Mais là, c'était pas la volonté. Ouais. Putain, c'est fou. Ouais. Et donc, du coup, eux ont récupéré leur mise de départ, donc ils s'en sont bien sortis. Alors, oui et non. Il me semblait que tu avais dit que ça avait été vendu moins, non ? En fait, non, ça a été vendu 8 je sais pourquoi. à un groupe coté en bourse qui a payé 4 en cash tout de suite et 4 en échange d'actions. Et il y avait une période de lock-up de 4 ans. Donc en fait, ils ont récupéré 4 millions tout de suite et ils avaient 4 millions qui étaient conditionnés à ce que ça se passe bien sur l'activité en bourse. Et pourquoi moi j'ai quand même réussi à avoir 40 000 euros dans tout ça, c'est que quand ils nous ont mis cette liquide préf de 8 millions, on a commencé à faire une action en justice. Et leur avocat a vu que pour que les minoritaires ne puissent pas se retourner contre cette liquidité préférentielle, il fallait quand même leur lâcher à peu près 10%. Donc sur les 8 millions, on a quand même réussi à toucher 800 000 euros. Mais on avait les mêmes clauses, à savoir 400 000 euros payés tout de suite et 400 000 euros en actions boursières verrouillées pendant 4 ans. Et donc moi, sur ces 400 000 euros initiaux, ça me faisait mes 40 000 euros, vu que j'avais 8%. Et sur les 400 000 euros suivants et les 4 millions que la boîte devait nous payer, en fait, avant que la période de lock-up soit finie et qu'on puisse enfin revendre en bourse les actions, un mois plus tôt, la société a fait faillite en bourse. Comme quoi, en tout cas, les liquides préf, faut être super vigilant, parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui lèvent, par exemple, je sais pas, genre 30 millions sur une valo, même quelle que soit la valo, mais s'il y a une liquide préf à 30 millions, vendre une boîte 30 millions, c'est pas tous les jours en France. Et donc, d'une certaine manière, si tu réussis pas ton projet,
faut bien l'avoir en tête que globalement, si tu vends ta boîte 20, alors là, laisse tomber, quoi. Tu touches vraiment zéro de chez zéro. Mais c'est pour ça que ces dernières années, on a vu fleurir des licornes dans tous les sens, parce qu'il y a des sociétés qui, avec le nom de licorne, et n'auraient jamais dû être licorne, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable se cache dans les détails, et notamment dans des pactes d'associés. Et en fait, tu peux partir en tant qu'investisseur sur n'importe quelle valorisation, parce qu'après, toi, tu t'en fous, tu es verrouillé par soit des clauses de relution, ou en tant qu'investisseur, tu vas être relué au capital si les objectifs ne sont pas établis, et tu vas avoir de la liquidité préférentielle qui est, comme tu le disais, plus ou moins agressive. Donc ça veut dire que, imaginons, tu me dis, Eskimos, Cédric, ça vaut 1 milliard. Je vais te dire, il n'y a pas de problème. Mais ça vaut 1 milliard à la condition que tu sois capable de faire, d'ici 5 ans, 500 millions de chiffre d'affaires. Et si tu ne fais pas les 500 millions de chiffre d'affaires, je vais me relever sur la base d'une valorisation qui n'est pas d'1 milliard, mais qui est de 50 millions. Je sais pas si tu avais vu, il y avait une pub sur Instagram d'un influenceur, c'était assez drôle. En gros, il a fait une auto-levée de fonds, enfin, il a demandé à son frère d'investir dans sa boîte 10 euros sur une valorisation genre de 10 milliards. Il disait, j'ai une boîte qui est valorisée 10 milliards, parce qu'en fait, c'est un peu le même jeu, quoi. C'est le montant que tu décides. Donc, du coup, il détenait genre une action sur genre 100 000 actions, et ça faisait 10 milliards. C'est marrant, mais je voudrais finir là-dessus. Moi, je remarque quand même globalement que les financiers, les fonds ont une approche assez froide et les entrepreneurs plus sentimentales, tu vois, dans leur boîte. Et ça cause pas mal de problèmes parce que les financiers, souvent qui travaillent dans des fonds, en fait, gèrent l'argent de LPs. Et finalement, c'est pas forcément leur argent personnel. Et parfois, ils peuvent même mettre de l'ego mal placé. Je l'ai entendu 1000 fois, ça peut paraître fou pour les gens. Mais moi, j'ai un deal en tête. J'ai rencontré un entrepreneur qui a perdu un deal où il devait toucher, je crois, plus de 20 millions d'euros. Et le deal ne s'est pas fait parce que le partenaire du fonds voulait pas de cet acquéreur pour X ou Y raison. Il avait décidé que ce ne serait pas le cas. Il était bloqué. Et bon, ça s'est pas très bien passé après pour la boîte. Et donc, du coup, il a loupé un coche. Et c'est terrible parce que l'entrepreneur, tu vois, je me dis, il a vraiment loupé un exit de 20 millions d'euros. C'était vraiment le projet de sa vie. Et il faut comprendre que quand tu fais entrer des investisseurs, c'est parfois des gens qui peuvent être plus froids. Parfois, il y a de l'ego, faut aussi en parler. Je trouve qu'on n'en parle jamais, mais franchement, les mecs ont juste de l'ego. C'est pas leur argent et ils ont un côté un peu, par rapport peut-être à des entrepreneurs qui ont créé du patrimoine, etc. Eux, je sais pas, ils ont peut-être besoin de prouver parfois. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette relation entrepreneur-financier qui marche pas toujours. Heureusement, il n'y a pas que ça chez les financiers, mais parfois, ils sont un peu déconnectés, je trouve, du réel. Ils sont assez froids et ils peuvent foutre le bordel dans les boîtes, quoi. Et toi, c'est un exemple, mais en fait, j'en ai plein d'autres. À force de rencontrer des entrepreneurs, j'en ai mille. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de cas où il y a juste eu de l'ego mal placé. Ça, c'est horrible. Tu te dis, putain, t'as juste fait rentrer un financier qui a l'ego mal placé. C'est relou parce qu'il, d'une certaine manière, il te fout en l'air ta boîte après, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est parce qu'il y a deux rôles qui sont complètement différents. Tu vois, quand tu es investisseur et que tu places de l'argent en plus, comme tu l'as dit, qui ne t'appartient pas, mais où tu es incentivé parce que tu as souvent du carry et que tu vas gagner sur la performance, bah, tu as peut-être 20-30 boîtes que tu suis dans un portefeuille et donc toi tu suis ça de très loin et tu vas peut-être prendre la mouche sur quelque chose, mais parce que tu n'as pas tout le contexte et tu n'as pas tout le détail de l'entrepreneur qui lui est hands-on, les mains dans le cambouis à faire au quotidien. Donc c'est souvent un manque de communication. C'est souvent ça. Et donc moi en tant qu'entrepreneur, jamais je communique avec mes actionnaires parce que j'ai pas le temps. C'est ce qui m'a été reproché. Je me connais, je le fais pas plus là aujourd'hui, mais aujourd'hui on peut pas m'emmerder. Donc après il faut se connaître, il faut choisir son gant. Et d'un point de vue investisseur, ce qu'il faut dire, c'est que les investisseurs, c'est pas forcément les meilleurs en général. C'est pas des entrepreneurs qui sont passés côté investisseur, et ça c'est dommage, tu vois. C'est assez rare finalement ça. Je trouve entrepreneur qui est passé investisseur, c'est assez rare et dommage. C'est dommage. Parce que tu vraiment, toi, tu es entrepreneur, quand tu investis, tu comprends mieux maintenant les entrepreneurs. Vraiment, et je vois aussi la différence. Je vois que ma manière de parler, le fait d'être, je sais pas, j'ai l'impression parfois plus authentique, plus skill in the game. Enfin, j'ai le sentiment que c'est un peu différent qu'un financier qui a connu que la finance. Finalement, qui a fait des études, qui a travaillé peut-être pour un gros corporate, puis après qui est allé dans un fonds, mais finalement qui a jamais entrepris. Ouais, et t'en as beaucoup, hein, des jeunes qui rentrent dans une boutique, tu vois, d'investissement et qui vont gravir les échelons et qui vont jamais passer par la case entrepreneuriale. Et ce qui est dommage aussi, c'est que je pense que l'IA va aider parce que maintenant l'IA va vraiment donner des
des guidance, donc des conseils très froids par rapport à des situations, et ça va peut-être faire diminuer l'ego de certaines situations, et parce que l'ego, ça vient tout bloquer. Et ce que j'ai vu aussi chez les fonds d'investissement, c'est qu'ils n'ont pas forcément de règles claires de quand on a ces patterns, on investit tant, c'est tel montant, tu vois, avec un cahier des charges, où finalement tu te retrouves avec une logique où tu enlèves tout l'émotionnel. Moi, c'est ce qui a foutu le bordel aussi, c'est que j'ai un fonds d'investissement qui a investi au capital de ma boîte, qui a mis un ticket qui était anormalement élevé par rapport à leur précédent ticket, et donc ça a créé, avant même que le deal soit signé, un stress qui était plus important sur le non-succès de Mille & Une Pharmacies à l'époque. Donc, est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, moi c'est le tips que je leur donnerais, dis-moi si tu le partages, est-ce qu'il n'y a pas un travail relationnel et de communication à faire dès le début avec ces investisseurs ? Surtout quand tu as un gros fonds en particulier qui met le plus gros ticket, qui lead par exemple. Tu vois, est-ce que toi, par exemple, avec Mille & Une Pharmacies, si dès le début, tu étais allé faire des dîners, les voir plus souvent, créer une relation plus forte, ça n'aurait pas empêché les choses derrière. Tu vois, souvent, je trouve que ça peut jouer là-dessus. Je pense que c'est un bon conseil. Moi, je trouve que, tu vois, moi, je me l'applique aujourd'hui. J'essaie de toujours garder une très bonne relation avec mes investisseurs parce que faut pas négliger le fait que quand ça se tend avec tes investisseurs, ça fout juste le bordel complet, quoi. Parce que un bateau où plus personne peut piloter, c'est la merde, tu vois. Ouais, mais il est là le problème, c'est que, en fait, moi je l'ai vu parce que j'en ai eu plein des investisseurs. Tu vois, dans ma première boîte, il y en avait 60. Si tu dois avoir un discours et une posture qui est spécifique à tes investisseurs et qui n'est pas authentique, de genre c'est la merde, souvent à tes investisseurs, tu leur dis pas c'est la merde, c'est le bordel. Tu vois, as toujours un discours qui est édulcoré. Et donc, mais pourquoi ? Parce que tu te dis souvent, sinon ils vont pas remettre d'argent dans ma boîte, sinon ils vont pas me présenter des nouvelles personnes, sinon ça va être... Donc, et ça c'est dommage parce qu'en fait tu as besoin d'investisseurs qui, quand c'est le bordel, ils veulent le savoir dès le début, tu vois, ils veulent que tu leur dises quand ça va mal, pas quand ça va bien. Donc c'est cette relation d'authenticité, mais qui ne peut se construire selon moi que si tu n'attends rien d'eux. Et donc, c'est à toi de te mettre en tant qu'entrepreneur dans une position où tu te dis de toute manière, je m'en fous de leur argent. C'est cool s'ils remettent au tour précédent, au prochain tour, mais j'attends pas après ça. Et donc, parce que j'attends pas après ça, je vais être full transparence avec eux et je vais avoir une relation où j'attends qu'ils m'aident et qu'ils me donnent des bons conseils, plus que juste je te dis ce que tu as envie d'entendre parce que je veux te garder sous le coude pour que tu réinvestisses au prochain tour. Et c'est souvent ça que tu vois dans la relation entrepreneur-VC, où le VC, lui, il attend full transparence et honnêteté, et l'entrepreneur, il lui donne pas ça. Donc toi, ta reco, c'est être assez authentique et cash dès le début et pas être, être en mode séduction tout le temps, quoi. Enfin, être dire ce qui se passe au quotidien, quoi. Voilà. Pour que la relation se crée bien. Tu sais, il y avait la joke, c'est le oh shit meeting. C'est le premier meeting après l'investissement où là, tu sors toutes les casseroles que tu n'as pas données pendant la due diligence. Tu vois. C'est vraiment ça. Et donc, les VC, ils appellent ça le oh shit meeting. Bon, alors, maintenant que vous avez mis le chèque sur la table, je vais vous expliquer maintenant tous les cercueils qui sont dans les placards. C'est marrant, ça. Ouais. Pour finir l'épisode, est-ce qu'on pourrait créer un petit code promo pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient découvrir Brix, qui voudraient commencer à investir, un code promo, enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour eux ? Écoute, on peut créer sur les porteurs de projets qui peuvent nous envoyer des projets. Okay. Parce que c'est ceux-là qui t'intéressent le plus. Moi c'est mettez-moi des projets balancés. Ouais, alors du coup, si quelqu'un a un projet et qui vient, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme remise ? Ouais, nous on a des frais de structuration quand on structure un projet et on va pouvoir lui offrir 1%. Donc c'est pas dégueulasse parce que si tu as un projet de 2 millions et que je t'offre 1%, ils vont quand même économiser 20 000 €. Ok, donc ça on peut faire 1% de remise pour les propriétaires s'ils viennent pour les propriétaires de la part du podcast. Qui veulent se faire financer, qui viennent ça, de la ils part... viendront en direct, il n'y a pas de code promo quand on s'inscrit, non ? Il faut nous le dire, on a une messagerie, dites-nous que vous venez de la part de Andrea et du podcast Little Big Things et ils auront 1%. Exactement. Sur un projet à 2-3 millions, c'est 20-30 000 € là offerts. Ouais, cadeau. Et c'est sur le premier ou sur tous les... pour être précis, moi j'aime bien être précis dans les conditions générales. Comme ça en plus je négocie en live, tu peux plus revenir en arrière après parce que tu l'as dit. Non, ça sera sur tous parce que j'applique à partir du moment où quelqu'un est rentré chez moi, s'il en a 5, je lui applique les mêmes conditions. Donc ok, ça marche. fera 1% si vous êtes porteur de projet. Ouais.
Ok. T'es bon en égo. Et là, je négocie le deuxième code promo pour ceux qui veulent. Moi, c'est ça qui m'intéresse, ceux qui veulent vraiment venir investir sur la plateforme. C'est ça. Si vous investissez, et là, il y a un code promo et on mettra. Tu me donneras le code promo LBT. Partons sur LBT. LBT, j'ai toujours LBT, non, par exemple, ça dépend ce que tu peux donner. Ouais, mais moi j'ai pas de différents codes promo. Moi c'est en mode, là ça va être en mode parrainage, et donc si vous à l'inscription vous mettez LBT, normalement on offre 1% de cashback immédiat sur votre investissement. Donc si vous investissez 1000 euros, vous avez automatiquement 10 euros de cashback. Donc ça c'est le de base pour tout le monde, et donc on va le porter à 2,5%. Énorme. Donc ça c'est d'être exceptionnel parce que tu fais 1% normalement. Ouais, je l'ai jamais fait. Multiplié par 2,5. 2,5, je l'ai pas fait. J'ai négocié un petit peu, on a pris un café avant, je le dis pour ma communauté. En plus là les gens nous ont écouté presque 2 heures. Et ça c'est disponible à vie, c'est-à-dire si quelqu'un découvre le podcast dans 5 ans, il pourra venir s'inscrire sur Brix. Ça, c'est disponible à vie. Par contre, c'est uniquement valide sur les premiers mois d'une nouvelle personne qui arrive. C'est-à-dire que c'est pour encourager les investisseurs à passer à l'action et à acheter leur première brique. Ok, donc quand ils s'inscrivent, il faut qu'ils tout de suite ils achètent quelque chose, sinon c'est plus valable, quoi. Voilà, il y a un délai. Nous, on accepte et on donne le cashback sur un délai de 3 mois. Ok. Et donc là, on donnera 2,5%. 2,5%. Ouais. Au-delà de 1. Mais c'est valide à vie, c'est-à-dire que si un gars vient s'inscrire dans 5 ans, ça sera toujours OK. Super. Bah écoute, merci pour cette offre. Sachant que je précise aussi, ce podcast n'est pas rémunéré. Parce que je sais que maintenant, il y a de plus en plus de podcasts où tu payes pour y être présent. J'ai pas payé. Et tu confirmes, hein, t'as pas payé pour être là. C'est même moi qui t'ai invité. C'est-à-dire que c'est moi qui suis venu vers toi en disant viens dans le podcast. Toi, il y a des podcasts qui te font payer pour venir. Et moi, c'est moi qui viens vers toi et c'est gratuit. C'est cool. Mais non, mais c'est important de le dire pour que les gens se disent pas que c'est une opération commerciale. Ouais. Moi, je trouve que le projet est bon. J'invite que des projets qui me plaisent. Et j'ai hâte de voir la suite aussi. Moi, ça m'intéresse pas mal le côté international aussi. Et j'aime bien le côté concret de voir les projets versus tu vois, un FCPI où tu mets ton argent et c'est pas où ça va. Là, j'aime bien l'idée de pouvoir choisir de faire moi-même tu vois, ma due diligence. Ah, et j'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup de personnes qui mettent pas mal de cash sur ma plateforme. On rémunère les fonds qui ne sont pas investis à 4%. C'est-à-dire que si, en fait, imaginons, tu as mis 10 000 euros sur la plateforme et tant que cet argent n'est pas investi sur des projets, on te le rémunère à 4%. Alors, c'est possible ça. Parce que je te le rémunère avec de l'argent que tu as l'obligation d'investir dans des projets. Donc imaginons par exemple, tu as mis 10 000 euros, tu vas gagner 40 euros à l'année, et ces 40 euros, il faut les réinvestir dans des projets, et c'est qu'une fois que le projet il est remboursé que tu peux récupérer ces 40 euros. C'est énorme ça. Et c'est énorme. Tu vois, on a une nana, elle a mis 600 000 euros, donc elle a vidé son compte, son livret A. Elle a mis 600 000 euros, et donc elle n'investit pas ces 600 000 euros, elle investit que les 4% de ces 600 000 euros sur les projets. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est que... Comment c'est possible ça? Parce que tu les sors... D'où tu sors 4% de rentabilité sur quelque chose qui n'est pas encore investi? Alors, c'est que c'est sur de l'argent futur qui va être gagné, comme c'est de l'argent qui est sur un compte bancaire qui est hébergé à la BNP Paribas, nous on est rémunéré sur ces comptes à hauteur de 2%, donc c'est le taux de la rémunération interbancaire. Ça c'est compte à terme. Donc ça c'est les comptes à terme. Donc moi quand tu fais rien de ton argent, il est rémunéré à hauteur de 2%, et donc je viens sponsoriser de 2% de plus. Mais d'où tu les sors ces 2% de plus? Ah, ça c'est du budget marketing de chez moi. Pourquoi? Parce que sinon les gens, on avait le cas où beaucoup de personnes mettaient 10 000 euros, elles n'arrivaient pas à rentrer tout de suite dans les projets, elles étaient impatientes, elles retiraient 8 000, ensuite elles remettaient leurs 8 000 sur la plateforme, ensuite elles retiraient 6 000. Donc on avait des mouvements d'argent qui étaient sporadiques et qui nous permettaient, nous, pas d'avoir la visibilité sur notre capacité à financer des projets. Où est placé l'argent si je mets de l'argent chez toi et que, par exemple, si vous faites faillite, est-ce que c'est sur des comptes séquestres C'est que des comptes séquestres et les comptes... Parce que pour être certifié AMF, je t'en parle parce que je sais, j'ai interviewé Paul Adrien de Spyco ici et plein d'autres fintech. Ouais. Et c'est toujours des comptes séquestres dans les banques. C'est-à-dire c'est mieux protégé que ton compte en banque. Oui. C'est un compte séquestre. Même si la banque fait faillite, le compte séquestre, lui, ils sont obligés de garder 100% de la somme en banque, c'est ça? C'est des comptes de cantonnement. Et ça, c'est pour être certifié AMF, tu es obligé de faire ça, je crois. En fait, nous, on a 2 agréments. On a un agrément AMF et un agrément ACPR, donc agent de paiement. Et donc l'ACPR, c'est une filiale de la Banque de France. Et effectivement, même si c'est BNP qui nous met à disposition le compte de cantonnement, ça ne rentre pas dans le bilan de la banque BNP Paribas. Donc BNP pourrait faire faillite, les fonds restent parce que c'est un compte qui est dédié, tu
voilà, l'argent ne bouge pas. Mais du coup, et quelqu'un a mis 600 000 chez toi, mais si elle avait mis 6 millions, t'es bloqué au bout d'un moment parce que t'as pas un budget illimité. Si quelqu'un met 60 millions chez toi, comment tu fais Là, c'est pas arrivé. Mais en budget marketing, tu vois, ça nous coûte pas beaucoup parce qu'on sponsorise 2%. Si t'as une grosse somme, ça représente. Tu vois, par exemple, sur 10 millions, mais 2%, ça fait 200 000. Là, on a tu dois avancer 200 000 balles. Ouais, mais tu vois, on a 50 millions sur des comptes en séquestre qui sont pas encore investis sur des projets. Donc 50 millions sur du 2%. Je sais pas, je vais pas dire des conneries. Ça fait 1 million, je pense. Ça fait 1 million. Ça fait 1 million. Donc tu as un budget d'1 million. Mais tu vois, ça me fait un budget d'1 million en sponsoring à l'année. Le fait de savoir que j'ai 50 millions de puissance de financement sur ma plateforme me rapporte 10 fois plus. Ok. Parce qu'en fait, nous, les porteurs de projets qui viennent se faire financer, le coût de structuration du projet, on le facture bien plus que 2%. Donc nous, c'est un modèle qui est rentable et qui permet d'avoir une boucle vertueuse où je sais que j'ai 50 millions qui sont déjà prêts à être investis sur des projets. Pourquoi ? Parce que les gens sont rémunérés, donc laissent leur cash ici. Donc, ça me permet, moi, de dire à des porteurs de projets qui viennent se faire financer, leur principale crainte, c'est de savoir si je vais être en capacité de les financer ou pas. Tu vois, un mec qui vient et qui veut se faire financer 5 millions, en général, il a essayé de se faire financer auprès de sa banque. Il doit signer chez le notaire dans 2-3 semaines. Il veut de la réactivité, il veut être sûr qu'on soit capable de le financer. Est-ce que vous faites du refinancement ? Je devais arrêter mes questions, mais là, je me demande si je mets un bien chez toi, je peux emprunter pendant 7 ans, c'est ça ? Oui. Si à la fin des 7 ans, j'ai pas l'argent pour rembourser le capital, etc., je peux refinancer 7 ans la même opération ou pas ? Sur le principe, oui. Donc on l'a déjà fait. C'est juste un nouveau pool d'investisseurs. Donc on va remettre une nouvelle opération sur la plateforme. Et s'il y a les investisseurs, il y aura les investisseurs et on fera sortir les premiers. Ouais. Trop bien. Ouais. Franchement, c'est super intéressant. Non, je me dis... parce que ce que j'aime bien, c'est que si on place de l'argent chez toi, on a les 4%. Mais donc du coup, ces 4%-là, si on réinvestit... Mais est-ce que après c'est des intérêts composés ? C'est-à-dire que si je mets 100 000... 4%, ça fait combien ? Parce qu'à chaque fois, il faut faire le... Oui, mais ça fait 4 000. On le fait en intérêt composé. Ok, oui. donc après, quand j'ai 104 000, après l'année d'après, tu as 4% sur 104 000. Oui, c'est ça, oui. Ok. Non, mais ça, c'est cool aussi. Ah, parce qu'en fait, ça se... Non, mais je vais te montrer l'application. En plus, tu vois tes centimes bouger en temps réel. C'est toutes les secondes. Les intérêts composés, c'est en temps réel en plus. Attends, il faut que je te montre. Ouais. Parce qu'on s'est fait un petit kiff de... Parce que vous n'avez pas d'application avant ? Et aussi, tu devais lancer un token et ça, tu l'as pas fait du coup entre temps. Ça, je l'ai pas fait. Voilà. Tiens, tu l'as annoncé dans un podcast, tu vois. Ouais, et finalement, tu l'as pas fait. Et je pense que tu as bien fait de pas le faire. Parce que quand je t'ai entendu le dire dans le podcast, je me suis dit, c'est dangereux. Dangereux, ok, bon. Mais tu devais créer un token à un moment donné, je crois, pour. On voulait créer un token qui venait rémunérer les personnes qui allaient justement faire des analyses sur notre plateforme. Donc, tu vois, dans cette logique de sagesse des foules, ça permettait de rémunérer ceux qui... Ok, je regarde en live. Ok, donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a bien 10 chiffres après la virgule. Donc tu vois bouger 10 chiffres après la virgule, ouais. Ouais, en fait, si t'as que 10 euros, t'es rémunéré à 4%. C'est récent que vous avez une application, parce que vous n'en aviez pas avant, non ? Ouais, ça fait 1 an qu'on a l'application, là. Très sympa, ça. Alors, donc les 4% par an, on les voit en temps réel ou à la seconde ? Ouais, c'est ça. Tu vois que les 4%, Mais est-ce que c'est capitalisé après, du coup... Parce que à chaque fois que là je gagne des centimes, c'est au jour le jour. C'est au jour le jour. Nous on fait un cut à minuit et donc le jour d'après c'est capitalisé. J'ai compris. Et il n'y a pas de limite d'investissement, non ? Là je me renseigne pour moi personnellement. Non, il n'y a pas de limite. Je te dis, on a une cliente, elle a mis 600 000 euros. Donc là je peux mettre 1 million d'euros chez toi. 1 million d'euros, tu vas gagner du 4%. Donc tu vas gagner combien, ça fait 40 000 euros à l'année. 40 000 euros à l'année. Donc toi tu seras pas verrouillé, tu peux récupérer à tout moment ton million d'euros. Mais pas les 40 000. Pas les 40 000. Les 40 000, eux, tu auras l'obligation de les investir sur un projet. Ou plusieurs. Mais en tout cas, tu auras obligation de les réinvestir au moins une fois sur la plateforme. Trop bien. Ok, génial. Je mettrai en description YouTube Est-ce qu'on peut, si quelqu'un veut te poser des questions, s'il a un bien, est-ce qu'il peut te contacter directement ? Tu peux mettre ton LinkedIn, par exemple ? Tu peux mettre mon LinkedIn et après, on a tout sur le site internet. Il y a un onglet Se faire financer. Je mettrai ton LinkedIn, je mettrai le lien du site, je mettrai le code promo LBT. Donc c'est 2,5% pour ceux qui veulent investir. Ouais. Et 1% de réduction de frais sur les gens qui veulent qui t'apportent un projet pour emprunter pour le coup via la plateforme. C'est cool, c'est des bons avantages pour les gens qui nous écoutent. Tu me diras s'il y a un bien, mais je pense que j'ai une audience d'entrepreneurs, j'ai aussi des fonds d'investissement.
qui ont peut-être des projets, tu vois. Donc, tu auras peut-être des gens. Et sur LinkedIn, on peut t'envoyer un message ou Ouais, envoyez-moi un message. De toute manière, même si je réponds pas, j'ai mes équipes qui ont aussi accès à mon LinkedIn et qui regardent parce que j'ai beaucoup de porteurs de projets qui passent par LinkedIn. Super. Bah écoute, hâte de voir la suite. C'est quoi peut-être la prochaine étape? Parce que là, vous êtes déjà super gros. Enfin, vous financez pour combien de millions? Tu vous comptes financer pour combien de millions d'euros de biens cette année, juste pour finir l'épisode, pour se rendre compte? Bah tu vois, là, on est en avril. Ce mois-ci, on va financer 35 millions. Oh putain. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. 35 millions sur un seul mois? Sur le seul mois, oui. Ah oui, c'est énorme. Donc on pense financer à peu près 400 millions cette année, sachant qu'on a fait 200 millions en 2025. Tu vas doubler le... Ok. Ouais. Et c'est parce qu'il nous manque des biens, parce que sinon on aurait la capacité de faire plus. Okay. Donc on va doubler. Et donc... Tu vas relever des fonds ou pas forcément? En tout cas, tant qu'on n'a pas un modèle, comme je te le disais, là, qui scale à l'infini, là, j'ai pas le besoin. On a une boîte qui est rentable. Là, vous êtes rentable. Ouais. On a un modèle qui se passe très bien, donc on est rentable. Donc c'est très cool. Une belle success story. Puis plus de 51%, là, on peut pas te... S'il y a une agent, on peut pas te sortir de la boîte. On peut pas me sortir. Là, il te reste combien du capital? Là, j'ai 85%. 85%. Ouais. Est-ce que tu as la particularité d'être solo founder aussi? Ça, c'est assez rare. C'est ça. Ouais. Donc... objectif de faire croître le volume. On réfléchit beaucoup à la blockchain, on réfléchit à des services annexes. Tu vois, moi j'aimerais te mettre à disposition une carte bleue et progressivement aller vers une logique de néobanque vraiment dédiée à l'immobilier. Trop bien. Bravo. Bah écoute, c'est rare de voir de si beaux projets avec de la croissance, du capital, de la rentabilité. Oui. Là, tu as multiplié les ingrédients. Je crois que tu as bien appris de ta première expérience. Là, on s'amuse, ouais. Super. Bah, je te remercie encore et puis je te dis à bientôt. Trop bien. Merci, Andrea. À bientôt. À plus.